Salut mes petits mandarins de Liverpool et bienvenue dans The Marvel Initiative. Dans le dernier épisode, j'ai dit la saga et t'as rien dit. C'est vrai ? Ouais. Ah, j'ai pas capté. J'ai tellement l'habitude d'écouter la saga. J'ai dit la saga et après en l'écoutant, je fais bon, bah ça je coupe. J'avais honte de moi-même, alors j'ai coupé le moment où je dis la saga. Les frères Maxisov sont dans la place. Salut Sofiane, salut tout le monde. Toujours pour vous parler de Iron Man. Iron Man 3. Iron Man, c'est dur à dire. Iron Man 3. Motivé donc pour clore le chapitre Tony Stark à tout jamais. Là, la trilogie, ouais. Ouais, parce qu'il réapparaîtra pas. Jamais. Ouais, Jamais. Non, je crois qu'on n'en parlera plus jamais. De toute façon, il n'y a plus de film Iron Man à partir de là. Donc ça y est, ils ont vraiment réussi à finir la trilogie parfaite. Ça va finir par devenir on ne parle pas de Star Wars, on ne parle pas d'Iron Man. Pas de Tony Stark, ouais. D'ailleurs, au final, c'est toi qui disais que Tony Stark était plus connu qu'Iron Man, en fait, au final, avec les années. J'en suis persuadé. Non, mais c'est vrai, hein, maintenant que tu le dis. J'y ai repensé la dernière fois, je me suis dit, c'est vrai que Tony Stark est peut-être plus connu qu'Iron Man, ce qui est dingue. C'est totalement fou. Ouais, ça n'existe pas, ça, normalement. Non. Donc, Jon Favreau ne voulait pas revenir, après tout le bazar du deuxième film, on en avait un peu parlé. Ouais, tout à fait. Mais il est quand même resté en très bon terme avec la maison. Hein. Ouais, il est producteur exécutif, il a son petit rôle, t'inquiète. Il est producteur exécutif aussi d'Avengers. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, il est sur beaucoup de films à partir du moment où il arrête la réal pour Marvel. Maintenant, il est surtout spécialisé dans les animaux en CGI. Il a le gros tampon Disney sur le front. Ouais, et Mandalorian maintenant aussi, ouais, bien sûr. Il est pas mal derrière le Mandalorian, si je me trompe pas. C'est lui qui est derrière le film. Enfin, c'est lui qui s'occupe du film d'ailleurs, je crois. C'est lui qui s'occupe du film. Qui sort cette année. Ouais, tu sais le film Star Wars que tout le monde attend, tout le monde veut voir. On ne parle que de ça, tu vois. C'est vrai. Écoute, il y aura un trailer au Super Bowl, il y aura absolument aucune hype et puis on passera à la suite. Il y a zéro hype. Ah, c'est fou. Zéro hype. Déjà, un film où il faut avoir vu 3 saisons pour regarder un film, c'est quand même compliqué. Bah, c'est ce qu'on dit du MCU maintenant. Regarde, on parlait de Thunderbolts, qu'on a bien aimé. Ouais. Mais il faut avoir vu combien de films et séries avant pour comprendre qui est Yelena, qui est le faux Captain America, qui est ceci, qui est cela. Donc là, par exemple, Iron Man 3, ce qu'on nous propose, c'est quelque chose d'assez épuré, où il n'y a pas trop de références, de clins d'œil. Il y a une grosse rêve qui est le film d'avant. Il n'y a pas de caméo. Très peu, ouais. Ouais. Gardé pour vraiment le post-credits, le caméo, en fait. Et tu n'as pas forcément ce sentiment de film qui est... où tu as besoin de faire tes devoirs avant, t'en es pas encore arrivé là. C'est le premier film de la phase 2 et t'es pas encore obligé d'avoir vu 6 films avant. Là, t'es obligé d'avoir vu Avengers. C'est tout. Les 2 Iron Man, quand même. Je pense que tu peux t'en passer des 2 Iron Man, en fait. On va dire premier Iron Man, Avengers et celui-là. Voilà. Ce qui est relativement peu pour un film du MCU. Ouais. Ça va. c'est quand même largement moins que ce qu'on est obligé de voir aujourd'hui. Bien sûr. Là, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir pour Doomsday. Ça va être drôle de nous réécouter dans 20 ans, mais combien de personnages il y aura au total ? Non, c'est absolument démentiel. Et si on met pause à chaque personnage, on se demande combien de films et combien de séries il faut avoir vu pour comprendre tout l'arc de ce personnage. Il y a X-Men dans l'autre. C'est un casse-tête pas possible. Ouais. C'est Bobby Downey Jr. qui propose le rôle de réalisateur à son pote Shane Black, avec qui ils avaient fait ensemble Kiss Kiss Bang Bang. Tout à fait, ouais. Très bon film. Excellent film. Très très sympa, Kiss Kiss Bang Bang. De toute façon, Shane Black, la plupart du temps, ça passe. Ouais, j'ai pas vu son Predator. Il y a le petit Predator qui fait un peu mal, mais en vrai, son travail de manière globale est quand même excellent, que ce soit sur les armes fatales, son Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang. Il a aussi beaucoup bossé en tant que scénariste. Last Action Hero, par exemple. C'est ça, Last Action Hero, je crois, le Samaritain. Et là, on peut retrouver un peu la dynamique entre un enfant et un héros. Il y a un peu ça qui revient dans ce film-là. De toute façon, il y a même un côté buddy movie à plein de moments, des tropes qui sont un peu retournés avec les personnages où c'est justement un enfant. Mais c'est à la fois du Iron Man en solo pendant une bonne partie du film et à la fois des mini team-up comme ça, avec le gamin, avec Roddy, à la fin avec Pepper. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même plus un film Iron Man en solo. C'est vraiment un film sur Tony plus que sur Iron Man même. Ouais, voilà. On vous conseille quand même Kiss Kiss Bang Bang, qui est très sympa, mais aussi The Nice Guys, qui est devenu un film culte avec les années. Bien sûr. Avec un casting parfait. Ouais, je me le suis refait pour mon anniversaire en début d'année. C'était un vrai plaisir de le revoir. C'est un super film. Il n'y aura jamais de suite.
Heureusement. Non, mais tout le monde voulait une suite Oui, pendant je très sais, longtemps. mais C'était un peu... c'est le genre de film, ils n'ont pas besoin de suite, quoi. D'ailleurs, Donnie a dit qu'il aurait pas fait le film sans Shane Black. Ouais, mais ça m'étonne pas. En plus, Shane Black était un peu intervenu déjà sur Iron Man 2, on en avait parlé au dernier épisode. Donc je pense qu'il avait quand même cette petite idée dans un coin de la tête de ramener son pote à la réal pour le troisième film, qui est censé être un peu une conclusion pour le personnage, quoi. Donc, Ouais, Robert Downey Jr., ça a l'air d'être quelqu'un de très fidèle en amitié. Bah d'ailleurs, j'ai lu en me renseignant un peu sur le film qu'il avait aussi récupéré le chef-op de Tonnerre sous les tropiques, Ah, ok. Ouais. qui est un gros chef-op, hein, qui a bossé pour Malik, pour pas mal de gens. Et du coup, bah, il l'a forcément rencontré, j'imagine, sur Tonnerre sous les tropiques. Donc oui, il sait s'entourer des gens avec qui il aime bien bosser, quoi. Ah, peut-être qu'il va ramener Matt Damon dans Doomsday après avoir bossé avec lui dans Oppenheimer, tu sais pas. Impossible. Mais il n'était pas tout seul, Shane Black, pour l'écriture. Ouais. Il a coécrit ça avec Drew Pearce, qui est devenu un nom quand même Ouais, carrément. avec les années. Lui, il a écrit The Fall Guy. Mm. T'avais bien aimé, je crois, ce film, non? Non, moi, j'ai pas particulièrement Non, aimé. Ou alors je confonds avec un autre film dans le même genre, avec le même genre de titre. C'est possible que je confonde avec un autre. Parce que je sais qu'il y a des films qui sortent des fois comme ça, qui apparaissent sur Amazon Prime, tu vois. Et pouf. Donc Fall Guy, c'est The Fall Guy avec Ryan Gosling. Donc c'est bien ce que je pensais. Mais il y a un film avec Ryan Reynolds qui s'appelle Free Guy. Free Guy, pardon. Ouais, t'as raison. Free Guy. Et dans ma tête, c'est impossible. Alors je sais qu'il y en a un qui a l'air quand même plus quali que l'autre. Oui. Bah, en vrai, c'est un bon divertissement, The Fall Guy, mais c'est pas particulièrement mémorable. Ouais. Par contre, de Drew Pearce, moi, un film qui m'a vraiment marqué, c'est son Godzilla, parce que c'est lui qui a écrit le scénario du Godzilla de Gareth Edwards, qui est, je trouve, un très bon film, n'en déplaise aux fans de Godzilla. Ouais, visuellement, il est très bien, mais c'est pas au niveau du scénario que... Non, c'est pas forcément au niveau du scénario, mais c'est un film... Au contraire, c'est des personnages qui sont quand même vachement oubliables complètement. Par contre, c'est visuellement que le film est intéressant. Donc, c'est vrai que c'est pas pour son scénario qu'on peut s'en souvenir. Oui. Ouais, pour moi, Drew Pearce, c'est pas... T'es sûr qu'il a écrit de Godzilla, Drew Pearce? Ah, j'en suis quasiment certain, oui. Je dis des conneries des fois. Je suis obligé de te fact-check à chaque fois. Fact-check-moi, tu vas voir. Non, il n'a pas écrit Godzilla. Tu confonds avec Drew Goddard. Putain, je crois que t'as raison. Voilà. Et il y a encore des Drew. Non, il a fait le Mission Impossible Rogue Nation avec Christopher McQuarrie au scénario. Oui, mais il n'a pas fait Godzilla. Non, mais je pense que t'as raison, c'est doit être Drew Goddard, ouais. Il y a Droopy. Voilà pourquoi je te fact-check. Mais t'as bien fait. On coupera ça. Non, je coupe rien du tout. Je coupe rien du tout. Shane Black voulait s'éloigner à tout prix de cette image des deux hommes en armure qui se battent en duel à la fin de chaque Iron Man. Ce qui nous déplaît toujours à chaque fois. Ouais, ils voulaient aussi se débarrasser donc des caméos, des références, mais ils ont quand même suivi les comics un minimum avec. Ah bah là, on est vraiment à fond dans l'arc Extremis, qui est un des derniers grands arcs du personnage d'Iron Man, enfin en tout cas post-année 2000, qui est un arc très court qui se lit super bien et assez rapidement parce que je crois que c'est 6 ou 7 numéros max. Où justement on a l'apparition de Killian Aldrich, qui est sa première apparition dans les comics. On a aussi le personnage qui est joué par Rebecca Hall, dont j'ai mangé le nom, c'est Maya. Maya. Donc voilà, il y a tous ces personnages qui sont mis en place, et notamment le virus Extremis, qui est en fait un virus qui permet, donc, pour résumer un petit peu, parce que même si c'est une histoire courte, c'est quand même assez dense, c'est un peu, un peu thriller technologique avec pas mal de liens avec le fait d'améliorer l'être humain. Du coup, en fait, c'est un virus qui est développé donc, par Maya et Aldrich, qui est en fait censé pouvoir faire des super soldats, mais sans armure. En fait, c'est vraiment leur corps qui est développé. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le film d'ailleurs. Il y a beaucoup d'échos à Extremis dans ce film. Donc c'est le super sérum en fait. C'est pas un super sérum parce que c'est encore différent. Et en fait, à tel point que dans le comics, Iron Man se retrouve obligé de s'injecter le virus Extremis, mais en ayant l'armure d'Iron Man, et en fait il va fusionner avec son armure, et en fait il va y avoir un mélange de technologie externe et interne à son corps qui va se développer, et c'est d'ailleurs à partir de ce comics-là qu'on a un peu
le design de Iron Man tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été utilisé dans le MCU. Avant, il était un peu différent, et c'est à partir de ce film-là de ce comics-là, qu'on a le masque d'Iron Man tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avant, il n'était pas aussi slick, il n'était pas aussi proche des formes du visage. C'était vachement plus un casque, quoi. Là, on est plus sur un. Enfin, c'est toujours un casque, mais disons que ça épouse vachement plus les formes d'un visage plus humain. Ouais, et puis même le corps, quoi. Ouais, tout à fait. Avant, il était beaucoup plus. On pouvait penser que c'était un robot, quoi. Il n'était pas. Là, il ressemble à une voiture de sport, hein, ça. C'est ça le truc. Il y a un peu de ça. Ouais, mais c'est comme s'il était passé, de Ford à Ferrari. Ouais, de Ford à Ferrari ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est passé de voitures plus classiques des années 80 à d'un seul coup la voiture de sport. Avec des lignes très fines, ouais. J'y connais rien en bagnole, donc je suis vraiment pas le meilleur pour mais pour reparler rapidement d'Extremis, c'est vrai que c'est un comics assez marquant dans l'histoire d'Iron Man, parce qu'en fait, ça développe de manière exponentielle ses capacités et sa technologie. Et en fait, c'est quelque chose qui va pas mal garder par la suite. Il n'y a pas du tout le mandarin dans Extremis, on y reviendra peut-être un peu après. Mais là non plus, il n'y a pas le mandarin. Non, il n'y a pas le mandarin non plus. Mais en fait, il y a plein d'éléments qui sont vraiment repris tels quels, ne serait-ce que le fait que Tony et Maya se connaissent depuis très longtemps, qu'ils aient bossé ensemble, enfin pas bossé sur des projets, mais qu'ils aient pu échanger sur des projets, comme on le voit dans le film. Là, ils ont eu une interaction lors d'un espèce de congrès, ce soirée du Nouvel An. Mais c'est vraiment quelque chose qui est repris tel quel. Dans les comics, pour la petite anecdote, Aldrich, lui, se suicide en fait et balance sa technologie pour un intérêt un peu supérieur qu'on découvre dans le comics. Mais donc c'est un personnage qui est arrivé aussi vite qu'il est reparti. Il a été réutilisé depuis, mais voilà. Donc il est réapparu dans Prometheus la fois d'après. Avec une prothèse dégueulasse. On n'a pas parlé du fait qu'aussi tous les films de Shane Black se passent à Noël. À Noël, quasiment tous. Quasiment tous. Même le Predator, il a réussi à le placer. Je me souviens plus. Je t'avoue que j'ai un peu éliminé ce film. Il n'y a pas quelqu'un pendant le film, ils sont dans la jungle. Mais c'est même pas impossible. Vous vous rendez compte que c'est Noël aujourd'hui et on est dans la jungle. C'est pas impossible. Je t'avoue que je m'en souviens plus. Il date de 2019, je pense, un truc comme ça. Enfin, fin 2010. J'avoue, j'ai plus le souvenir là. Voilà, ce film a 13 ans. Quoi. Ouais. Iron Man 3, ça m'a mis un coup de vieux. Plus que ça. Non. Oui, ça fait un petit coup de vieux, effectivement. Ça fait un coup de vieux. On aime bien parler du salaire de Robert Downey Jr. dans ce podcast. La petite marotte. Pour Avengers, il avait eu une belle augmentation de salaire où il était passé de 10 à 50 millions. Et là, il a accepté de baisser son salaire. Il l'a coupé en deux. Il a pris 25. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est aussi pété une jambe en amont du tournage ou pendant le tournage et que du coup, ça a coûté très cher à la production? Je savais même pas. Ouais. Comme Harrison Ford dans The Force Awakens. Ils ont d'ailleurs continué de tourner sans lui avec une doublure et ça se voit absolument pas dans le film pour toutes les séquences en armure. Il y a son visage qui a été rajouté numériquement sur pas mal de scènes parce que c'était avec une doublure. La doublure, c'était Xavi, non? Ça, je sais pas. Je sais pas la blague là. Mais il lui ressemble. Xavi, le footballeur, il ressemble trop à Robert Downey Jr. Donc c'est pour ça. Tu trouves? Quand même. Il y a un petit truc avec le bouc et tout. Non, c'est pas le bouc. Je sais pas. Attends, mais je vois le visage de Xavi. Non, mais je dois pas être le seul à avoir fait là. Il doit forcément y avoir des comparaisons. Mais... c'est vrai, il y a un petit truc. Avec une photo de Robert Downey Jr. jeune, c'est vrai que ça le fait plus. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas flagrant, mais il y a un truc. Je suis pas fou. Ça vient de me venir d'un coup. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que je disais? On parlait de... Du salaire. Si, on parlait salaire, et oui, en fait, ils ont continué à tourner sans lui, et donc Marvel a refusé d'arrêter le tournage pour attendre que Robert Downey Jr. se remette de sa blessure, et du coup, ça a forcément entraîné des coûts supplémentaires, mais ils ont continué à tourner sans lui, quoi. C'est intéressant parce que j'ai lu que donc, le budget est de 200 millions, mais déjà, ça prend pas en compte les 115 millions que Disney a dû payer à Paramount pour les droits de distribution. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a le logo Paramount, il me semble. Ouais, je crois, ouais. Et le budget de base, en fait, était de 140 millions. D'accord. Mais après le succès d'Avengers, ils ont ajouté 60 millions pour que Shane Black puisse faire des effets spéciaux, etc. D'ailleurs, les effets spéciaux sont plutôt bons. Je les trouve plutôt bons, surtout qu'il y a un vrai mélange, comme sur les premiers films, qui s'est un peu perdu par la suite, mais de mélange de
Et du pratique. De matériel pratique avec des vraies spéciaux. Cascades aussi. Tout à fait. Et en plus, on voit souvent Tony sans armure, donc il y a des vraies chorégraphies qui ont été faites par lui. Donc, Et pas d'écran vert partout aussi, j'ai pas l'impression. Non. Pas d'incrustation, Non, parce pas que de drôle de flou. Parce Pas... que même les grosses set pieces du film, elles ont été tournées avec une équipe de parachutistes de Red Bull pour la scène de sauvetage. Ça se voit en plus. Et c'est ça, c'est que ça fait c'est vachement tangible. De nos jours, je pense que ce seraient des personnages en images de synthèse. Sur un gros blue screen, ouais. Clairement. Est-ce que tu savais que Emilia Clarke a été castée pour ce film? What? Emilia Clarke? Ouais. Mais son perso a été coupé à l'écriture. Mais elle avait déjà signé. Et donc, elle reviendra des années plus tard pour jouer dans Secret Invasion, dans la série dans laquelle elle a un peu des pouvoirs à la Extremis sur les bords. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et pourtant, j'ai pas vu la série. C'est vrai que tu as l'air de bien la connaître sans l'avoir vue, c'est fou. Mais je me rappelle juste d'elle avec un gros bras comme ça. Ouais, c'est encore des En fait, c'est qu'ils se transforment leurs bras deviennent des... C'est un super soldat Skrull. Faut pas chercher plus. Et ils se transforment en Hulk, en Thor, Ouais, ils peuvent changer certaines parties de leur corps pour adapter à d'autres pouvoirs qui existent. Moi, je me transformais en Chris Hemsworth. Mais je savais pas du tout pour Emilia Clarke. Je savais pour Jessica Chastain. Qui a pas pu finalement. Qui a quasiment signé avant de se retirer du projet. Mais elle, on en a parlé pendant très longtemps, pendant tous les films où elle était à la mode, on va dire, Jessica Chastain, elle a failli se retrouver dans des films de super-héros jusqu'à ce qu'elle fasse le X-Men. Tout à fait. C'est quoi? C'est le Dark dernier Phoenix. C'est Dark Phoenix, la pauvre. Le score est signé Brian Tyler, qui reviendra pour Thor 2 et pour Age of Ultron. Donc, il fait les suites du MCU. Ouais. C'est le moment de mon instant musique, parce que c'est quand même une des meilleures BO du MCU. Et sans la moindre chanson d'ACDC dedans. C'est vrai. Parce que ça aussi, c'était une volonté de Shane Black de se passer d'ACDC. Là, c'est un peu plus James Bondien sur les bords. Et d'avoir une vraie bande originale qui est, je trouve, le thème d'Iron Man dans ce film est un des plus mémorables du MCU, honnêtement. Et je l'ai un peu... je le connaissais, tu vois, mais je l'ai un peu redécouvert parce que, au-delà du thème dont on se souvient, il y a toute une ambiance sonore dans le film, comme tu dis, qui est très James Bondien, très thriller. Mais ça commence avec I'm Blue. Ça qui est le meilleur choix d'intro du MCU de toute l'histoire. C'est bien mieux que n'importe quel choix de James Gunn, je suis désolé. Tu sais ce qu'il fait maintenant, Brian Tyler, actuellement? Ah non. Il fait les Mario. Ah ouais, putain. Ouais. Eh ben... ouais, mais je sais que les Mario, beaucoup de gens ont dit que s'il y avait une bonne chose que à peu près tout le monde, les gamers, les vieux, les jeunes ont aimé, c'est la musique. La réorchestration des thèmes de Mario dans le premier film sont exceptionnels, vraiment. Bien plus que le film qui est sympathique, mais vraiment je me suis retrouvé à beaucoup plus me concentrer sur la musique que sur les images. Ce qui est rare venant de toi. Ouais. Enfin, pas rare, mais disons que c'est pas ce que... Bon non, je suis un peu mélomane quand même. Ah non, mais bien sûr que t'es mélomane, mais c'est pas dans les films... Ah, la musique de film, tu veux dire? Ah ben non, mais là, c'était tellement de la musique pleine de références à des sons que j'ai déjà entendus par-là. Ouais. Mais c'est vrai, c'est à mettre à son crédit. Mais c'est vrai que je n'écoute pas la musique de film. Ça m'arrive jamais d'écouter de la musique. Alors que moi, ça m'arrive extrêmement souvent. Là, beaucoup de gens, mais quand je vois Spotify me dit tous les ans quels sont les artistes que vos auditeurs ont le plus écouté, etc. Et à chaque fois, c'est Hans Zimmer et John Williams, c'est les deux. Bah moi, j'ai pas d'appli, mais je pense que si j'en avais une... Et Eminem en troisième. Ah, dis donc. Ouais. Il y a peut-être un gars qui écoute Eminem à fond, genre tellement que ça... Il est dans le 0,01% des plus gros auditeurs. Ça fait remonter le truc. Mais c'est vrai que j'avais vu Hans Zimmer, John Williams, je me dis, bon, normal, quoi. Ça, c'est les gens qui écoutent la saga, en l'occurrence. Ouais. Et ensuite, je vois Eminem en troisième. Et ensuite, c'était que des artistes de rap français, des trucs comme ça. Et je t'avoue que moi, j'ai pas d'application de streaming musical, mais si j'en avais une, je pense qu'il y aurait Michael Giacchino chaque année, quelque part dedans, quoi, dans un top 5. Moi, il y a peut-être John Barry, parfois, que je me retrouve à écouter. J'aime beaucoup la musique des Ghibli quand je travaille aussi. C'est très agréable à écouter. Les musiques sans parole pour travailler, c'est quand même très appréciable. Lalo Schifrin. Ah, Lalo Schifrin. Ouais. J'adore Lalo Schifrin aussi. Voilà. Ça m'étonne pas de toi. Mais c'est vrai que je vais jamais écouter du Hans Zimmer. Mais alors, moi non plus, pour le coup. Autant du John Williams, je peux en écouter à foison. Ouais, John Williams, c'est trop.
Ça dépend quel film. Si tu prends les gros films, évidemment. Non, mais en fait, non, moi j'aime bien. C'est que je l'ai écouté trop de fois. En fait. Oui, d'accord. Quand j'étais ado, quand j'étais regardais les films et tout, je pense que là, maintenant, à arriver à bientôt 40 balais, j'ai pas envie d'écouter le thème de Jurassic Park, tu vois. Qui est magnifique, mais effectivement, c'est pas ce que tu as envie de t'écouter. Et justement, c'est ça qui est fort, c'est que quand tu l'écoutes pas pendant longtemps, et après, d'un seul coup, tu vas l'entendre ou tu vas regarder le film, tu vas faire il est fort ce John Williams quand même. Alors que je pense que si tu t'écœures à trop écouter tout le temps, ouais. Tu vois, là, le thème d'Indiana Jones, je l'ai pas écouté depuis que j'ai fait les épisodes, enfin le dernier film. Je sais que la prochaine fois que je vais l'entendre, après quelques années, je vais être là genre... Un petit frisson. Ouais, ça marche bien, quoi. Voilà, c'était l'instant... on parle de musique, ce qui est assez rare. Est-ce que tu étais à l'avant-première au Grand Rex Ah non, je n'étais pas avec encore Robert et Gwyneth. J'étais pas encore à Paris à cette époque. Pas encore à Paris. Je suis sûr qu'Océane a dû y aller. Ouais, évident. C'est vrai que l'avant-première était au Grand Rex à Paris. Ouais. Et ensuite, ils ont dû faire donc une deuxième première à Londres, mais ils ont dû la décaler parce qu'il y avait l'enterrement de Margaret Thatcher. Ah, voilà. C'est quand même con parce qu'ils sont passés à ça de faire une avant-première au Chinese Theatre, ce qui aurait eu du sens pour une fois, mais bon. Chinese Theatre qui apparaît dans Wonder Man. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils ont reconstruit le Chinese Theatre. Parce que je me suis fait la réflexion. Il est détruit dans Iron Man 3, donc je me suis aussi fait Mais c'est un joli petit clin d'œil qu'ils remettent dedans, quand tu sais qu'il y a aussi le personnage de Trevor Slattery qui revient dans Wonder Man, donc ouais, c'est assez sympa comme clin d'œil. Est-ce que je t'ai déjà dit que je suis allé voir Superman au Chinese Theatre? Oui, tu me l'as dit, Sofiane. Ça va devenir le truc. Sur ma tombe, il est allé voir Superman au Chinese Theatre. J'aurais pu mourir là, à ce moment-là, que ça m'aurait pas dérangé. Tu vois. Je comprends. Voilà. Le film a cartonné au box-office. Ah, c'est une dinguerie. Hein, à tel point qu'il a fait plus que les deux premiers réunis, non? Ou quelque chose comme ça. Il est pas loin. Il ne doit pas être loin de ça, parce que je crois qu'il fait 1,2 milliard ou un truc comme ça. Il fait 1,2 milliard. C'est le plus gros succès de l'année 2013. Faut pas oublier. Aux États-Unis, c'est le deuxième succès mondial derrière un autre film Disney. 2013 Ouais. Toy Story. Non, pas Toy Story. Non. Un film original Disney. Ah, vice versa peut-être. Non, même pas. J'ai dit Disney, j'ai pas dit Pixar. Ah oui, t'as raison. Allez, oui, la reine Frozen, Frozen, la reine des neiges. Voilà, ouais. Mais on a tendance à un peu l'oublier bizarrement, alors que c'était tellement un phénomène culturel à sa sortie. Mais c'est un film, pour revenir à Iron Man 3, c'est un film qui bénéficie énormément de la hype de Avengers qui est sorti l'année d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a eu une énorme déception derrière ce film, parce que oui, aussi. Tout à fait. Les gens en attendaient un peu comme un Far From Home, qu'il y ait des répercussions. Il y en a, mais elles sont à échelle très humaine, quoi. C'est pas des grandes répercussions. Ouais, mais quand tu regardes en fait les films qui sont sortis à peu près à cette époque-là, donc il y a Iron Man 3, il y a Thor 2 et il y a Age of Ultron. Et chaque film ne tombe pas vraiment dans ce que les gens attendent du MCU. C'est-à-dire que par la suite, ils vont vraiment mieux gérer les crossovers, les caméos, des raisons de nous donner envie d'aller au cinéma pour voir le film. Et là, la principale raison, c'était le mandarin, en gros. Qui est, on en reparlera, mais un des plus gros vilains appréciés des fans de comics. Assez étrangement d'ailleurs, mais il est très apprécié ce personnage. C'est pour ça que l'attente autour du fait, je sais pas si tu te souviens des bandes annonces, mais les bandes annonces autour du film et du mandarin étaient quand même très énigmatiques et donnaient justement l'espoir d'avoir une vraie incarnation du mandarin à l'écran. Et on l'a en plus. On l'a maintenant, avec Shang-Chi. Mais moi, je trouve que même dans ce film, l'idée de ce mandarin-là est hyper intéressante parce qu'elle elle fait vraiment écho à son époque, à la géopolitique internationale et à tous ces sujets-là, la désinformation qui, déjà en 2013, du coup, pouvait avoir un écho à tel point que ça se retrouve dans un blockbuster. Et je trouve que c'est hyper pertinent et ça le reste encore aujourd'hui, l'utilisation de ce méchant. Après, le méchant en tant que tel, je comprends que ça puisse en froisser quelques-uns. Mais c'est pas le mandarin. Mais c'est pas le mandarin. Enfin, c'est un faux mandarin. Ouais, donc tu peux pas dire que le mandarin est bien fait dans ce film si c'est pas le mandarin. Ouais, mais parce qu'il y a quand même une menace qui est représentée. Il y a Kylian qui dit être le mandarin. Donc pendant des années et des années, on pensait que c'était ça, lui, définitivement, lui, le mandarin. En fait, ce mandarin, comme tu le disais un petit peu, c'est clairement Shane Black qui réagit à ce qu'il a vu une dizaine d'années auparavant, ce que son gouvernement a fait, quoi. Tout à fait. Utiliser l'image d'Al-Qaïda, de Osama Ben Laden,
de Saddam Hussein, les speeches contre l'Amérique, avec les America, vraiment, tout y est, quoi. Absolument tout y est. Toute l'imagerie, ouais. Toute l'imagerie est là pour ensuite, en fait, apprendre que tout ça, c'était juste... on n'a pas appris que c'était un complot, mais on a appris que Dick Cheney, que George Bush, en fait, avait instrumentalisé ces images-là pour dire ensuite que l'Irak avait des armes de destruction massive, ce qui donnait une excuse pour aux Américains d'aller envahir l'Irak pour récupérer le pétrole. Et en fait, tout ça, il le met dans son film, là, Marvel... troisième film Iron Man post-Avengers, il va nous faire tout un message autour de ça et c'est passé complètement au-dessus de la tête des gens. Et je trouve que c'est un film qui se revoit très bien justement pour ça en fait. C'est que les gens étaient tellement ils avaient autre chose à faire. En attente de ce que devait être le mandarin qu'au final, ils n'ont pas forcément compris que c'était un peu une critique de leur propre gouvernement. Mais de ce que j'ai pu lire, ce qui est excellent, c'est que Shane Black et Drew Pearce se sont éclatés justement ils sont délectés du fait qu'ils allaient retourner les attentes des fans et forcément les décevoir. C'était une intention de leur part. Et il y avait une vraie intention de retourner les attentes de la fanbase du MCU qui devenait de plus en plus importante avec le succès d'Avengers. Et du coup, une pression pour le studio qui doit se plier justement aux exigences des fans, ce qu'on a pu avoir par la suite dans certains films avec son lot de problèmes. Mais là, dans ce film-là, ça prendre à contre-pied les attentes du public, c'est hyper intéressant. Ça donne un film peu consensuel, mais qui justement est original de ce point de vue-là. Le problème, c'est que les films Marvel jusqu'à présent, c'est des films pour geeks. Oui. Et les geeks, il faut jamais les surprendre. Jamais. Les geeks ont une liste de choses, d'attentes. Il faut cocher toutes les cases. Sinon, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu peux faire un bon film, mais si dans ce film, il se passe... Putain, je vais partir sur The Last Jedi, je le sens. Retiens-moi. Appuie sur les boutons. Appuie sur les boutons. Ok, j'ai oublié tout ce que je viens de dire. Non, mais c'est hyper pertinent comme exemple, parce que c'est Disney, encore une fois. Non, mais c'est que, en fait, ils ont ce besoin, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ils ont pu être surpris dans Endgame... quand il y a eu le blip et donc il y a eu le saut dans le temps de 5 ans, ça avait surpris un peu tout le monde. Mais au final, il coche tellement les cases dans tout le reste du film que, voilà... Ça ne froisse pas. Ça ne froisse pas, voilà. C'est ça le truc. Mais dès que tu commences à casser les jouets, là ça c'est ça le problème. Et ça, c'est chiant. C'est chiant et ça a toujours été le cas pour Star Wars. Ça date de 1983. Donc, déjà, à l'époque, les gens se plaignaient pourquoi il y a des Ewoks dans le film. Voilà, ça a toujours été comme ça et Star Trek aussi, les Trekkies, ils sont jamais contents aussi. Ça date d'encore plus. Mais de toute façon, les fanbases sont ultra exigeantes, c'est ce que tu disais. Voilà, et le problème, c'est que au final, qu'est-ce qu'il voulait du mandarin ? Il voulait un mec qui flotte dans les airs et qui balance des éclairs avec ses doigts. Est-ce qu'il voulait un vrai Fu Manchu, un cliché de « je suis chinois, je suis l'oriental ». Ça aurait été terrible, hein. D'ailleurs, comment il voulait adapter les 10 anneaux ? Comment est-ce que ça s'adapte, les 10 anneaux ? C'est un truc qui fonctionne qu'en comics pour moi. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien que dans les comics. Et puis en plus, on avait un peu parlé, je crois, au dernier épisode, mais les pouvoirs du mandarin sont tellement surcheatés, tellement over the top, qu'au bout d'un moment, en fait, tu te retrouves avec une menace qui est beaucoup trop grande pour un personnage comme Iron Man. Et si tu le mets pas dans un crossover où il y a 50 000 personnages, ça n'aura aucun sens comme histoire, quoi. Surtout là, dans une histoire comme celle-là, où on est quand même sur quelque chose de très, très terre-à-terre, au final, quoi. Il y a des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs qui sont pas non plus... tu pourrais presque les imaginer dans le monde réel, ça serait pas non plus ultra choquant, tu vois. Même si, bon, on est d'accord, les bras qui fusionnent et compagnie, c'est un peu abusé, mais on n'est pas sur une menace cosmique comme peut l'être le mandarin en termes de capacité et de super-pouvoir, quoi. Déjà, dans les comics, le mandarin n'est pas un terroriste avec une armée de terroristes, etc. C'est plus un... il a la tête des 10 Anneaux, qui est une organisation criminelle. C'est un méchant de Doctor Who, quoi. Ouais, un peu plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu rigoles, mais en vrai, il y a un peu plus de ça. Il y a un côté un peu plus kitsch dans... Ouais, il est un peu kitschouille, le mandarin, quoi.
Et le fait que Marvel ait quand même insisté au point de faire un court-métrage par la suite pour nous dire que c'était pas le vrai mandarin, au point de faire un film par la suite, ensuite pour montrer le vrai mandarin, Le mandarin. c'est que vraiment ils ont essayé de réhabiliter le truc c'est une casserole qui se sont gardés aux fesses pendant un moment. Alors que pour moi, c'est un des meilleurs moments du MCU, on en parlera, hein, je veux dire, mais c'est un des... Pour moi, ce que j'aime en allant voir des films, c'est être surpris aussi. Bah oui, c'est ça le truc, quoi. Voilà. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu avec Marvel, qui, entre les fanbases, les spoilers, les trucs, en fait, on n'est plus beaucoup surpris en allant voir les films. Et c'est un peu de notre faute aussi, hein, mais... Bah, tu te retrouves avec The Force Awakens. Quand tu veux exactement faire plaisir à tout le monde, que tu veux... tu te retrouves avec un film qui, au final, ressemble tellement au premier film que c'est plus ou moins un remake. Un décalque, ouais. Voilà, c'est plus ou moins un décalque. Et dès qu'on tente quelque chose d'autre, tu te retrouves avec Last Jedi où il y a des mecs qui, encore de nos jours, menacent de mort Ryan Johnson, encore de nos jours. Alors, je pense qu'il y en a qui ont sabré le champagne quand Kathleen Kennedy est partie, là. C'est dingue. Elle est partie, Kathleen ? Ouais, elle vient de passer la main. Oh, miskin. Je vais pas la pleurer, celle-là. Pour revenir au box-office, avant de partir trop loin sur le mandarin et la Jedi et compagnie, à ton avis, Man of Steel a fini combien au box-office mondial ? Cette année-là ? Ouais. Sur 10. Sur 10, il a dû faire, je dirais 6, 7 9e. 9e, ouais. Ah, donc la concurrence n'était pas... Ah non, mais là, Marvel a pris le pas sur DC. Entre 2012 et 2013, il y a eu un shift, quoi. Parce ouais, mais Man of Steel, c'était attendu comme le Messi. C'était très attendu, Christopher Nolan le produit. Mais moins grand public. Enfin, moins grand public. C'est vrai, moins grand. Moins accessible, tu vois, à un jeune public qu'un Iron Man. Ou dans Iron Man, t'as un enfant, en fait, auquel tu peux t'identifier. Il y a des morts, il y a beaucoup de morts dans Iron Man. Il y a beaucoup de morts, mais le ton est quand même très différent. Mais il y a des gens qui se font empaler. Clouter, il y a tout. Il y a une main qui traverse le corps de 2 personnes à un moment, je crois. Il y a quand même de la bonne violence. Évidemment, mais en fait... Je me suis dit, justement, en le regardant, il n'y a plus de violence comme ça dans la MCU. Il n'y a plus autant de morts. Quand on parle plus des morts. Tu vois, là, le fait qu'il y ait une explosion au Chinese Theater, dans les films d'après du MCU, on montrerait les héros en train de sauver les gens et il n'y aurait pas de morts. C'est vrai. Il n'y aurait jamais de morts. Parce qu'il y en a beaucoup, là, des morts dans ce film. Non, mais même Tony... Pepper tue quelqu'un, Tony, il en tue 2, 3, voire plus. Ah bah, quand il se fait tout son attirail un peu med et qu'il va dans le manoir... Il y a beaucoup de morts, quoi. Il s'en fait quelques-uns. Je sais pas s'ils sont tous morts. Je me suis fait la remarque, je me suis dit, ça, c'est un truc qu'on voit plus dans le MCU, juste des morts à la Arme Fatale, quoi, où il y a juste un goon qui meurt, quoi, voilà. Il n'y a pas ça dans le MCU. Mais ça, c'est clairement du Shane Black dans le texte, hein. Ce genre de mort que tu retrouves aussi dans Kiss Kiss Bang Bang et dans The Nice Guys, où en fait la mort est pas grave dans le sens où en fait ça permet soit un gag, soit de montrer au personnage principal qu'il est cool, tu vois. Ouais. Et du coup ça dédramatise un petit peu des disparitions de nos bots, quoi. En tout cas, les gens allaient encore au cinéma. Hein, ah bah oui, en ces temps 1,2 milliard. Ouais, quand tu vois Avengers, c'est celui-là, tu vois que les gens... Marvel n'a plus fait ce score depuis Deadpool et Wolverine, je pense. Ouais, c'était peut-être un des rares en plus à le faire pendant longtemps. Là, ils sont partis pour jusqu'à Endgame, voire même un peu plus tard, si tu comptes les Spidey et tout. Là, ils sont partis sur du presque entre du 700 millions et du 1,5 milliard. Même Black Panther a dépassé 1 milliard. Ouais, c'est... Captain Marvel a dépassé. Marvel aussi, les Avengers Endgame et Doomsday ont battu des records. Endgame a battu... Infinity War a battu des records pas possibles. Là, ils sont au tout début de leur apogée, on va dire. Et ils sont déjà à 1,2 milliard. C'est fou. Alors qu'ils sont à la phase 2, là. C'est le tout premier film de la phase 2. C'est là que tu vois la force de frappe de Marvel à cette époque-là. Hein. Ouais. Avec en plus, comme tu dis, le premier film de la phase 2. Ouais. On passait quand même un petit cap à cette époque-là. Non, cap est pas dans le film. Ah merde, putain. Pardon, désolé. Tu m'as tendu un bâton. Un bouclier. Donc la dernière fois qu'on a vu Tony Stark dans le MCU, enfin Tony Stank, hein, comme on l'appelle. Comme on aime à l'appeler. Il faisait la rencontre d'un dieu du surf et aussi du crush de son père avant de sauver le monde en allant dans l'espace. Beaucoup de choses se sont passées pour l'ami Tony. Oui. Est-ce que tu as un moment préféré Iron Man dans Avengers ? Dans le premier Avengers ? Ouais. J'aime beaucoup le moment où il se retrouve avec Loki en haut de la tour. Il gagne du temps, là. Ouais. C'est un moment que j'aime bien. Après, dans le premier Avengers... Moi, je vais te dire un truc. Ouais, vas-y.
toutes les scènes de Tony Stark dans Avengers sont géniales. Absolument. Là, commence à réfléchir. Quand il se bat contre Thor. Le petit moment que j'aime un peu moins, c'est celui où il essaye de faire repartir l'hélice de l'héliporteur. Ah oui, mais ça, personne ne l'aime ce moment. C'est ça. Ouais, c'est pas vraiment de sa faute, c'est plus. Mais il y a un team-up avec Cap. Ouais, c'est Whedon qui a décidé que Cap et Iron Man. Enfin, c'est purement scénaristique, en fait. Ouais. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est un. Quand tu vois ce qu'ils font par la suite, ils ont des menaces à travers le multivers, à travers l'espace, et là, ils passent 20 minutes à redémarrer une hélice dans Avengers. Mais c'est vrai que tous les moments Tony, les moments Iron Man sont cool, il se sacrifie, ses pouvoirs, son armure est encore très très bien utilisée. Il n'y a rien à dire sur Tony dans ce film. On pourrait dire des choses sur Hawkeye, sur Thor, beaucoup. Moi, je pourrais dire beaucoup de choses sur Thor. Ouais. Mais s'il y a bien des personnages à retenir, pour moi, dans Avengers, c'est Hulk et Iron Man, quoi. Complètement. Il te porte le film limite. T'enlèves ces deux persos, c'est terne d'un coup. C'est un peu plus triste, ouais. Parce que Cap, pourtant, je suis un grand défenseur de Cap, mais Cap n'est pas encore Cap. Cap et Cap bien. Chris Evans, c'est pas encore au niveau. Il peut pas tenir tête à Robert Downey Jr., qui a une force de la nature totale dans ses films. Il a déjà eu le temps de vraiment modeler son personnage pendant 2 films. Et puis c'est leader, quoi. Ouais, petit Chris Evans, il sort de ses films sur Dado, là. C'est 4 fantastiques. Il a eu quelques petits soucis dans sa carrière. Il n'est pas encore au niveau, quoi. C'est plus dans Civil War que là, il y aura vraiment... Pour moi, l'attachement au personnage de Cap arrive bien après dans le MCU qu'au premier Avengers. Natasha, elle n'existe quasiment pas. On part pour montrer ses fesses, comme d'habitude, dans cette première phase. Hulk et Hawkeye est complètement... Et il y a Loki aussi, voilà. Faut garder Loki aussi quand même, parce que dès que Loki est dans un film, c'est ça le problème. Thor 2, là, pourquoi tu regardes Thor 2 ? La principale raison de regarder Thor 2, c'est parce il a les meilleures scènes, il a des scènes hyper déchirantes dans Thor 2. Mais Tony Stark, en un seul film, il voit plus de choses qu'il n'a vues dans toute sa vie, en fait. Déjà, il apprend qu'il y a une sorte d'armée secrète avec des vaisseaux qui volent dans le ciel, des vaisseaux qui en plus... sont invisibles. Déjà, il y a ça. Il apprend qu'il y a un dieu, donc avec un marteau. Il apprend que, donc, je disais, le crush de son père a été décongelé. Le crush de son père. Et qu'il y a une armée d'aliens qui attaque le pays. Et une menace encore plus grande qui arrive, quoi. Qui attaque New York. Et il va dans l'espace. Donc, je peux comprendre, moi, qu'on ait besoin d'un film comme Iron Man 3. Totalement. Là, si j'avais vu... C'est dommage j'aurais peut-être même dû regarder Avengers entre les deux. Parce que il faut qu'il y ait ce moment où qu'il y ait des conséquences un petit peu, qu'on le ressente. Que ils sont hyper bien traités. C'est peut-être le seul, en dehors des 2 branleurs avec leur arc et leur cul, c'est le seul humain vraiment qui n'a jamais vu ça, qui n'est pas un super soldat, qui n'est pas un dieu. C'est le seul qui pourrait avoir un stress post-traumatique, quoi. Et c'est le cas. Voilà. C'est ça qui est trop bien. Très très bonne idée, plutôt que d'essayer de faire un team-up dans le film d'après et on a Hulk et tout puis, de suite. Ce que j'apprécie aussi à ce niveau-là, c'est qu'on force pas non plus le trait sur il s'est passé ça dans Avengers. C'est le personnage est traumatisé, on te parle de New York, on te parle de la bataille, on te parle des aliens, mais on te les montre pas. On a des petits flashs. Ah ouais ? Ouais, on a des petits flashs quand le petit parle, le gamin. Peut-être, mais j'ai même pas le souvenir qu'il y avait cette espèce de vortex dans lequel... Ouais, on voit le vortex et tout, je crois. C'est peut-être... Ou alors c'est peut-être que ça s'est manifesté dans ma tête. Moi, je pense que c'est ça. Parce que je l'ai vu hier soir. Avengers, je l'ai vu tellement de fois, donc c'est fort possible que ça se soit manifesté dans ma tête. Mais elle est quand même fact-check Max, parce que ça lui arrive souvent de dire des conneries. Quel salaud. Donc on commence le film en Suisse, au nouvel an de l'an 2000, sur fond de I'm Blue des Dabedi Dabeda. Happy a des cheveux longs, et aussi un petit collier de barbe. Ouais, il est très très beau. C'est dingue comme... au niveau du poids, il fait le yo-yo entre les films, mais même après... Il a jamais le même poids, en fait, Jon Favreau. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait, en fait après, c'est un amoureux de la gastronomie, donc j'imagine qu'il doit faire des hauts et des bas, justement, pour essayer de se réguler un peu. Ouais, mais ça fait que c'est marrant, parce que tu peux reconnaître le film en voyant Happy. Oui, c'est vrai. Après, le pauvre Happy, dans ce film,
il a quelques scènes au début, et puis après, il disparaît totalement. Il est vite KO, mais il a des bonnes scènes. Il passe son film à regarder Downton Abbey, quoi. Ouais, mais même il est... Non, il a des bonnes scènes, en vrai. Ouais, il essaie de se bagarrer comme un boxeur. Le coup des badges, c'est très drôle. Voilà, il a son badge. Tu sens qu'il prend sa mission très à cœur, ça marche bien. En fait, tu peux pas avoir Tony seul si tu sais qu'il y a Happy quelque part. Ouais. Happy le retrouverait. Ce que j'apprécie, et je crois que je l'ai déjà dit, c'est que on n'hésite pas à montrer à quel point Tony était cruel, quand même. Bien sûr. Que ce soit surtout dans sa manière de traiter les autres en général. C'est même pas que les femmes ou quoi que ce soit. Non, c'est tous les autres. Le fait de lui dire d'aller sur le toit, il a aucune raison de lui dire d'aller sur le toit. Et comme si ça. Ce n'est pour l'envoyer bouler et lui faire croire, lui faire du mal, quoi. Encore un nouveau mec qui a une rancune contre lui et qui va la garder jusqu'à devenir un super vilain à cause d'un truc qu'il a dit. Ce qui est intéressant, c'est que le film commence sur une voix off quand même, où justement Tony parle de... Par la Hulk, c'est ça, on l'apprend à la toute fin du film, mais où il parle du fait de créer ses propres démons, en fait. Et du coup, c'est un peu toute l'histoire de Tony dans le MCU. Et ça marche très bien avec ce film-là, parce qu'en plus de ça, tu as aussi, dans cette scène en Suisse, il rencontre pour la première fois... comment il s'appelle, le mec qui l'aide dans la grotte en Afghanistan. oui, j'ai oublié son... le mec qui l'aide dans la grotte. C'est ça. D'ailleurs, il y a une référence dans le premier film. Il y a un vrai callback où il lui dit on s'est déjà rencontrés et Tony s'en souvient absolument pas. Alors que lui s'en souvient, tu vois, il a rencontré Tony. Et c'est plutôt marrant de voir à quel point... c'est plutôt bien fait de voir à quel point ils arrivent à faire de Tony un personnage toujours détestable et en même temps toujours attachant, quoi. Quelles que soient les rencontres qu'il va faire, il arrive à être détestable, quoi. Ouais. Et là, avec Kylian Aldridge, c'est terrible, quoi, parce que tu sens la bonne volonté de ce mec-là et qui devient en fait mauvais à cause de Tony, quoi. C'est clairement montré. J'ai envie de dire, c'est aussi ça qui plaît pour ce qui est de Loki. C'est vrai. C'est pas pour rien qu'au final, avec le recul, Tony Stark et Loki sont peut-être au moins dans le top 3 des meilleurs personnages du MCU, les plus marquants. Les mieux développés, en tout cas. Les mieux développés. Et c'est parce qu'ils sont pas parfaits. C'est difficile de développer un Captain America sur le long terme, au final. Le truc, c'est ce qui se passe autour de Captain America qui est plus intéressant que le personnage en lui-même. Et j'aime bien Cap, mais c'est pas un personnage qui va avoir un... Il a pas d'arc, Cap. Il est déjà là. C'est le même au début, c'est le même à la fin. Et c'est aussi ça qui fait le charme du personnage. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Thor aussi, de le transformer un peu plus en personnage qui a des défauts et qui a des failles. Ouais. Mais ça, c'est un truc qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver avec leurs nouveaux personnages. Non, jamais. Tous les nouveaux personnages qu'il y a eu depuis Endgame, il y en a quasi, ils sont tous plus ou moins parfaits. C'est un peu tous des premiers de la classe. Ils ont un peu ce côté. Ils n'ont pas eu le temps de les développer suffisamment pour leur créer des failles, leur créer des défauts. Et en fait, on nous montre des personnages qu'il faut aimer tout de suite parce qu'il faut qu'ils soient cool. Alors qu'en fait, Tony, il est cool, mais il est aussi hyper faillible, quoi. Et tu le vois d'autant plus dans ce film, quoi, où il se retrouve un peu démuni, quoi. Personne n'a envie d'être Tony Stark. Ah, je suis pas sûr de ça. Ah, j'ai pas envie d'être moi Tony non plus, Stark. Mais je pense qu'il y en a quand même qui en ont envie. Ouais. Plus envie d'être Cap, moi, je t'avoue. Ouais, je préférais être Cap que Tony Stark, ouais. En plus, mais t'as raison, moi je suis un grand défenseur de Cap, mais c'est vrai que Cap est factuellement un personnage moins intéressant en termes de développement que Tony. Et ça m'empêche pas de préférer Cap, mais il faut reconnaître que Tony, c'est le cœur du MCU, quoi. Ça. Le personnage sur le papier le plus intéressant du MCU, ou même de Marvel en général, ils n'ont pas les droits de faire un film avec lui. C'est le seul. C'est Hulk. T'as raison. C'est vrai, s'il y a un personnage qui a des failles et des défauts, c'est Hulk. Mais jamais on pourra le savoir vraiment. Oh, peut-être, on verra. Dommage. Bon, on en parlera dans le prochain épisode, d'ailleurs, du Hulk du MCU. Tony n'a pas dormi depuis 72 heures et c'est bientôt Noël. Il construit des armures, 42 au total. Ouais. C'est une référence à quelque chose, le 42 C'est la réponse à la question de l'univers. Tout à fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai. H2G2, évidemment. Oui. Non, je sais pas. Il y a peut-être une référence aux comics sur le Mark 42, mais je t'avoue que j'ai pas la ref là. Ça me parle pas. On sent que Robert Downey Jr. a bossé, a incarné Charlie Chaplin. Parce que là, dans les scènes où l'armure se jette sur lui, plus ou moins, on va dire ça comme ça, il joue tellement avec son corps, en fait. Ah, c'est que comique de gestes. Ça va être un bon danseur aussi, Robert Downey Jr. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Tu vois ça.
Et c'est comédien physique, comédie physique. Il est très bon pour ça. Et, non, mais t'as raison de faire quand on le met tout le temps dans une armure, on le voit pas, ça, au final. Ça le contraint, ouais. Et là, dans ce film, on le voit faire que ça, quoi. Être très physique. Et puis même, au-delà des moments un peu comiques comme ça, moi, je repense justement aux scènes d'infiltration dans le manoir, où il a une manière de se mouvoir qui est très originale, en fait, que t'as pas l'habitude de voir sur ce genre de scène d'infiltration dans un bâtiment, où lui, en fait, il se déplace comme t'imagines Tony Stark se déplacerait. Exactement. Ouais. C'est qu'il est très sûr de lui, mais en même temps, il y a un côté un peu gauche, parce qu'il est sûr de lui, mais en même temps, il y a une petite partie de lui qui lui dit ça pourrait pas marcher, quoi. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas marcher. C'est vrai. Donc pendant ce temps, les 10 Anneaux se la jouent Al-Qaïda à 200%. À leur tête, le mandarin, incarné par Ben Kingsley. Et ils voulaient vraiment, les gens, que ce soit un premier degré terroriste barbu, qu'à la fin, ils se battent contre Iron Man. Et puis en plus de ça, le casting de Ben Kingsley a créé une vraie attente autour du personnage, parce que tout le monde trouvait que c'était un super casting. Et ça, Je trouve que Ben Kingsley est mieux utilisé en Trevor Slattery qu'il n'est en méchant mandarin. Bien sûr. Ah bah il est bien. Il est largement. Enfin, pour moi, il est même largement fait. Il est fait pour jouer Trevor Slattery, alors que le mandarin, c'est Ben Kingsley avec une barbe qui fait un accent, quoi. Et il fait déjà un accent avec Trésor. C'est pas son accent. De toute façon, il y a des scènes où il switch entre les deux. Tu vois que c'est pas lui. Enfin, c'est vraiment. Il a un pur accent de Liverpool, mais pas le Scouser, l'accent Scouser que vous pourriez pas comprendre. S'il parlait avec le vrai accent Scouser, vous pourriez pas comprendre. C'est indéchiffrable. Là, il a vraiment la voix de Ringo. Et pas forcément dans ce film-là, mais j'ai regardé 3 épisodes de Wonder Man. Et c'est une imitation de Ringo pendant 3 épisodes. Il a la voix quasiment exactement la même. Je me réécoute et là, en regardant Iron Man 3, il a pas la même voix. Ouais. Il a pas encore trouvé la voix parfaite. Il parle un peu comme ça avec son accent. Un petit peu tremblant. Ouais, voilà. Parce que oui, j'ai regardé Wonder Man et Trevor apparaît. Il apparaît plus, c'est même un des personnages principaux. C'est un personnage principal, j'ai regardé 3 épisodes et c'était très marrant de voir Trevor qui, 13 ans plus tard, est encore là dans le MCU. Qui est la vraie... Enfin, honnêtement, pour avoir vu toute la série, avant même qu'elle sorte, moi je t'avoue, j'étais un peu sur le cul de voir ce qu'ils avaient fait de Trevor, parce qu'il y a un vrai attachement à ce personnage et c'est vraiment la belle surprise de la série parce qu'il est excellent du début à la fin. Ouais, franchement, j'ai vu 3 épisodes, mais ça me donne envie de voir la suite, surtout que c'est des petits épisodes de 30 minutes. Vous pouvez vous regarder ça en 2 soirs, voilà, tranquillement. C'est juste génial le concept que on a Ben Kingsley sous le coude, autant l'utiliser les gars, quoi. Voilà. Faut pas s'en passer. Ouais. Moi je veux Ben Kingsley, que ce qui soit marqué Trevor Slattery will return in Doomsday à la fin du générique de Wonder Man, tu vois. Qu'on le voit juste passer pendant une bataille. Hello. Je suis désolé de te décevoir, mais c'est pas le cas. Oh, me spoil pas. Oh non, mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas écrit Trevor Slattery will return. Ouais, mais ça veut dire qu'il meurt, ça. Ah, pas du tout. Ça veut dire qu'il meurt. Je n'ai absolument rien Moi dit. aussi, tu m'as spoilé. Je vais pas regarder la fin de Wonder Man pour la... Bah, tu devrais, justement. Le mandarin... Attends, on va attendre que ça passe. Ça me donne envie de bouffer Chilin et tout ça. Sans déconner. Je crois que je vais... l'association. Je crois que je vais me bouffer. Tu me donnes faim sur Je crois que je vais commander à la dès qu'on va avoir fini, je vais me commander. Déjà, je vais peut-être même le commander maintenant. Donc, le mandarin, qui est un personnage des comics depuis les années 60. Depuis la nuit des temps. Ouais, depuis toujours. Et il a commencé dans Iron Man. Ouais, bien toujours sûr. Été un c'est vraiment l'antagoniste principal d'Iron Man. Voilà, c'est son Joker, c'est son Lex Luthor. Exactement. Okay. Son Magneto, quoi. Ouais. Et moi, je t'avoue que c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Non. Non, contrairement à plein de gens de... Il est un peu cliché, genre Fu Manchu. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est Fu Manchu. Fu Manchu, ouais. C'est vraiment le personnage cliché d'asiatique, à tel point qu'il s'appelle le mandarin. Tu vois, c'est pour dire à quel point c'est exagéré. C'est un personnage qui a très mal vieilli dans les comics, qui a plus beaucoup été utilisé. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'incarnation récente du mandarin intéressante. Je t'avoue, j'en ai pas à l'esprit. Et en fait, pour moi, le mandarin, c'est les vieilles pages de comics Iron Man, avec ce mec, avec ses bras pendus devant lui, avec ses 10 anneaux sur les doigts. C'est Fu Manchu, empereur, Palpatine un petit peu sur les bords. Palpatine. Ouais, je sais pas si on peut le comparer à Palpatine, mais oui, il y a ce côté gros. Il est là avec ses grands doigts et sa longue menace, robe.
Il y a un petit côté comme ça, je trouve. Mais moi, j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi les gens étaient aussi attachés à ce personnage et pourquoi les gens sont autant insurgés de cette adaptation dans le MCU, parce que... Moi, je vais te dire un truc. 90% des gens ne connaissaient pas le mandarin. Non, mais évidemment. 90% des gens ont lu des articles, ont lu des wikis, ont lu des trucs où ça disait que Iron Man, son plus grand méchant, c'était le mandarin. C'est possible. Et donc, ils se sont mis dans la tête que il doit être super cool, donc j'ai hâte de le voir dans un film. Et voilà. Après, il y a peut-être des gens dans nos auditeurs qui sont des fans du mandarin. Non, mais s'ils peuvent nous expliquer pourquoi ils aiment ce personnage, je serais curieux de savoir. Moi, je suis à 200% sûr que, en tout cas, les fans français qui ont vu le film à l'époque, c'est évident que personne ne le connaissait. Ils connaissaient pas le mandarin. Non. Bon, il y en a quelques-uns, bien sûr. Hein. Je vais recevoir des messages. Moi, je suis né en 75, je connais le mandarin. Il y en aura toujours, évidemment. Mais l'immense majorité des gens qui sont allés voir Iron Man 3... Ouais. Mais ils étaient en colère quand même mais c'est ça de ne pas avoir vu le mandarin. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une vraie volonté de ce que je disais tout à l'heure, c'est une vraie volonté de Shane Black de pourrir les attentes des fans en créant une hype avec un super casting, avec des bandes annonces qui te teasent une menace vraiment intéressante, parce que si revoyez vraiment les bandes annonces de Iron Man 3, les bandes annonces sont super. T'as tout ce truc avec Pepper qui tient la face avant du casque de Tony. Enfin, il y a vraiment des moments moi qui me restent en mémoire vraiment qui sont très marquants. Et tu peux pas faire un film à 200% sérieux avec Tony Stark, avec Robert Downey Jr. qui fait des blagues pendant tout le film. Ça me fonctionne. Il faut qu'il y ait toujours que ce soit toujours un peu une comédie, un film Iron Man. C'est ça le truc. Ça ne peut pas être un film. Tu peux pas avoir un Batman. Tu peux pas avoir The Dark Knight. Chier, quoi. Même le personnage ne s'y prête pas, en fait, tout simplement. Tu peux pas avoir un The Dark Knight avec Iron Man, c'est pas possible. Et c'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient le film sombre, ils voulaient... Tu peux l'avoir. Tu peux avoir un Iron Man sombre. Mais à ce moment-là, c'est dans un film avec d'autres personnages. C'est Avengers, tu vois, c'est Endgame. Et même dans la plupart des Avengers, il fait que balancer des one-liners, de dire des phrases. À part sur Infinity War Endgame où on est un peu plus en serious business, le reste du temps, même si tu prends Avengers 2, je suis désolé, mais ça reste quand même assez c'est léger, fun dans le ton. Ouais. Tout à fait. Donc tu peux pas vraiment faire un pur. Mais c'est une vraie énigme. Les gens ils voulaient que le mandarin tue Pepper et que tu vois, c'est ce genre de truc. Et c'est une vraie énigme, cette attente et cette déception autour du mandarin. Alors qu'en fait, Marvel nous a pondu un des meilleurs twists de son histoire, quoi. Enfin, honnêtement, le twist du mandarin, je trouve que c'est une idée géniale, quoi. Et plus je revois ce film, plus je l'aime, quoi, justement, en partie grâce à ce twist, quoi. Roddy a une armure américaine maintenant. Iron Patriot. Iron Patriot, qui est, si je me trompe pas, c'est pas Norman qui utilise la Iron Patriot, normalement. C'est pas dans Civil War ou Dans Civil War, ouais. Ouais, c'est ça. Et il faut aussi savoir que Iron Patriot, en fait, est le nom utilisé par Roddy quand Tony disparaît, et en fait, que c'est lui qui reprend l'armure, et après, il est devenu War Machine. Et ensuite, c'est Green Goblin qui récupère l'armure. Ah, ça, je me souviens plus exactement dans la temporalité, mais de toute façon, c'est le gouvernement. Et en fait, vu que Green Goblin se retrouve président, il peut utiliser l'armure s'il en a envie, quoi. Il peut dire aussi « Fuck you, Iron Man !» Putain, je me suis défoncé la gorge à faire Willem Dafoe. Ta santé. C'est la dernière fois, je crois. Ça y est. Le médecin, il m'a dit « Arrête de faire Willem Dafoe, c'est pas bon pour toi. » Déjà pour ta tension, ensuite pour tes auditeurs. Ils en ont marre. Et on vend des t-shirts maintenant et des. Tu vends des t-shirts. Et des stickers Fuck You Spider-Man, si ça vous intéresse d'ailleurs. C'est sur Redbubble. Vous tapez plan séquence pod et vous pourrez trouver sans déconner, des t-shirts, des mugs, des stickers Fuck You Spider-Man. Voilà. C'est vrai en plus. Tu t'es bien fait plaisir. C'est vrai, je déconne même pas en plus. Donc Tony a une crise d'angoisse post-Shitori et se cache dans son armure pour aller mieux. Ouais, donc ça tourne beaucoup autour de ça. Ouais, il y a un vrai rapport de Tony à son armure. Il en est beaucoup dépossédé dans le film, et justement, il a un peu cette angoisse de si j'ai pas mon armure, je vais pas pouvoir un cocon, protéger ceux que j'aime. Ouais, exactement, c'est un cocon. Et il le développe encore plus dans Age of Ultron, où en fait sa parano est devenue un cocon, mais autour du monde entier. Ouais. Alors que là, c'était juste autour de lui-même. Là, c'est encore un peu centré autour de lui-même. Ouais. Ouais. Et puis après, il va prendre il va prendre conscience de l'envergure de la menace. Là, on est encore dans
le syndrome post-traumatique où il est encore traumatisé de ce qu'il vient de vivre et il n'a pas encore la lucidité et le recul nécessaire pour se dire bon, maintenant je me pose, qu'est-ce qu'on fait pour cette menace? Il y a un truc qui fonctionne jamais avec Age of Ultron, je trouve. C'est que quand on commence Age of Ultron, t'as l'impression qu'entre Avengers et Age of Ultron, ils ont passé leur temps à essayer de se battre contre Hydra. Et que c'est un peu ça le truc. Et quand tu vois Iron Man 3, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas le seul souci d'ailleurs. D'ailleurs, je disais toujours que à la fin du film, il abandonne, il arrête de vouloir construire des armures, mais c'est pas du tout ça qu'il dit dans le film. C'est plus subtil. Et j'étais comme toi. J'avais toujours cette idée qu'il abandonnait en fait dès de construire des armures. Mais non, à la fin, il dit clairement non, je suis Iron Man, je reste Iron Man. Il récupère le petit tournevis. Tu vois clairement que. Et il récupère aussi les bras. Donc on le voit partir avec les bras. Donc il n'y a pas du tout ce côté vraiment définitif que je trouvais quand je regardais les films à l'époque. Quand il était sorti, pour moi, je trouvais ça très définitif comparé au début d'Avengers Endgame. Il y en a tellement. Age of Ultron. Age of Ultron. Où là, il a construit pas que des armures, c'est des drones armures. Il a une armée, hein, c'est ça. Oui. Mais en fait, ils ont un peu... Je pense que la volonté de Shane Black pour ce film était quand même de clôturer sur le fait que, ok, il aura peut-être toujours une armure, mais il va pas en reconstruire 50 000. Il aura toujours son armure, on est d'accord. Il en aura peut-être une qui l'améliorera, qui changera, mais ça sera une seule armure. Dans Age of Ultron, on passe à un truc où, en fait, au lieu d'avoir une armure ou plusieurs armures, il a son armure et des armures, mais où il n'y a personne dedans. Ouais. En gros, c'est ça. Et tu as raison, quand il dit... Et Ultron aussi, c'est une réponse claire. Bien sûr. Voilà. Et il veut être remplacé par Ultron, de toute façon. C'est ça son but. C'est ça. Et comme tu disais, le film se termine quand même par « Je suis Iron Man ». Et il le répète, ce qui boucle la trilogie, évidemment, mais qui boucle aussi l'arc du personnage. Ça aurait pu être de manière définitive, tu vois. À l'origine, dans le scénario, c'était I am Tony Stark. Ah. Et ils ont décidé de le changer dernière minute. Ouais, ça aurait été intéressant aussi. Parce que le film tend quand même vers le fait de dire je suis Tony Stark avant d'être je suis Iron Man. Quoi. Mais... Moi, j'ai envie de lui dire bon, écoute, va aux alcooliques anonymes, lève-toi, dis bonjour, je suis Tony Stark. T'es pas obligé de nous le dire à chaque fois à la fin de chaque film non plus. On sait qui tu es. Il le dit c'est marqué sur le poster, putain, on sait que t'es Iron Man. Il nous emmerde celui-là au bout d'un moment quand même. Il radote. Hein. Non, mais ça fait combien de films qui nous fait chier jusqu'à la fin. Là, il va nous la refaire dans Doomsday. Je suis Dr. Doom. Tu vois, il va nous la faire. S'il l'a fait. On prend les paris. S'il l'a fait, franchement. Il y a Kylian dans le film, mais c'est pas le même que celui d'habitude. Hein. Il court pas. Il marque pas de but. Oh, je me demandais où t'allais avec cette vanne. Oh. C'est pas Kix, quoi. Je pourrais l'appeler. On peut l'appeler Kix pour c'est le Kix. On va l'appeler Kix. Qu'est-ce que tu penses du personnage de Kylian, dont j'ai oublié le nom de famille déjà? Kylian Aldrich. Aldrich. Donc, qui est moche au début du film. Qui est limite un petit peu touchez ma bosse, monseigneur, limite au début du film. C'est trop. Côté très pitoyable. Ouais, c'est trop. Tu sens qu'il a une prothèse dentaire pour avoir une mâchoire un peu bizarre. Ouais, c'est Electro, quoi. Ouais, un peu de ça. Ouais. Vraiment un peu de ça. Electro ou comment il s'appelle, Edward Nygma dans Batman Forever. Ouais, c'est un personnage qui revient. Je t'avoue que c'est un peu mon. C'est le point faible du film. C'est le point faible du film, mais surtout qu'en fait, dans l'arc Extremis. Aldrich a un rôle tellement différent de ce qu'ils en ont fait là, où en fait, ils ont mélangé plusieurs personnages dans le personnage d'Aldrich, l'humain qui va en fait servir de cobaye pour l'expérience Extremis. Ils en font en fait Aldrich dans ce film-là. Et du coup, en fait, c'est un mélange de plusieurs personnages qui en plus est un peu grossier, il n'est pas très intéressant, il est très caricatural et c'est lui qui amène aussi ce combat final qui n'est pas si intéressant que ça. Une fois que le président des États-Unis est sauvé, en fait, ça part en boum boum. Pour moi, c'est un méchant de Die Hard. Ouais, je vois l'idée. Sauf que, il est pas allemand ou tu vois, il a pas un truc. Il s'appelle Aldrich quand même. Ouais, mais s'il avait l'accent allemand, peut-être qu'on se souviendrait plus de lui. Ah non, c'est pas un méchant mémorable. En plus de ça, ça fait partie de ces méchants du MCU qui sont tués en un film et qui disparaissent. Après, pour le coup, Aldrich n'est pas le méchant le plus marquant de l'histoire et au final, c'est pas plus mal. Ça va, on n'est pas non plus comme dans les films Batman où à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, tu fais ah ouais, ok, donc à jamais du coup. Ouais, salut, ok. Donc le Joker est mort dans le premier film. Bon, on verra plus le Joker, d'accord. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le point faible du film et t'as presque envie de passer les scènes où il est là pour retourner sur les autres intrigues du film qui sont vachement plus intéressantes, quoi. Ouais, on s'en fout un peu.
Bon, ça se sent. Il n'y a même pas de grande révélation. Non. Tu vois, c'est juste le méchant. La grande révélation, c'est que c'est lui qui tire les ficelles du mandarin. Et t'as une scène où t'as justement cette première interaction où tu vois le mandarin tourner un spot où il est là et tu te dis ok, donc les deux ont l'air de collaborer. C'est un peu le dernier moment où tu te dis qu'il est peut-être un peu inférieur et puis en fait après tu comprends très vite que c'est lui qui gère tout et puis voilà quoi. C'est dommage, c'est Guy Pearce qui est quand même un excellent acteur. La plupart du temps, je l'ai jamais vu être mauvais dans un film. Là, je l'ai vu l'année dernière dans The Brutalist, il était génial. Il a parfois des rôles un peu, je pense Prometheus ou des trucs comme ça, où c'est pas des rôles marquants. Mais c'est pas de sa faute. Non, c'est ça, c'est que c'est pas des. Ils ont décidé de le vieillir alors qu'ils auraient pu prendre un acteur vieux. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas de sa faute et le personnage lui permet pas de développer ses talents de comédien parce que. On pourrait citer des dizaines de films où il est très bon dedans, ça c'est clair et net. Non, ils auraient dû lui donner quand même quelque chose, un trait de personnalité, un truc qui fait qu'il sort un peu du lot, parce que sinon, moi, je le classerais pas dans les... Ah bah, il serait en bas, ouais. Je le classerais en bas du panier, je pense, niveau méchant du MCU, et c'est vrai que s'il y a un défaut dans le film, c'est ça. Ça nous permet d'avoir le grand twist du mandarin, et donc c'est plaisant. Ça nous permet d'avoir des sortes de sous-fifres goons assez charismatiques, plus charismatiques que le vilain, que ce soit la fille qu'ils envoient et qui se bat contre elle dans le bar. La rousse, ouais. Ensuite, il y a aussi le chauve. Le chauve, là, je sais pas leur nom, mais ils ont un truc. Leurs noms sont pas importants. Ils ont un truc. Je sais même pas s'ils sont nommés dans l'histoire. Voilà. Alors, ils ont un côté méchant de James Bond. Mais ils ont un côté très Shane Black, je suis désolé. Dans l'écriture des vilains, c'est vraiment. Je trouve que eux, ils sont plus marquants que lui. Ouais, carrément. Lui, en fait, il est juste là pour faire avancer les pions. Et au final, on s'en fout. Après, c'est assez cohérent avec le personnage, qui est un personnage qui reste très souvent dans l'ombre et qui tire les ficelles. Ah, mais là, ils s'en foutent des comics. Mais là, ils s'en foutent des comics, clairement. Ah oui. Ils ont pris le concept d'Extremis, ils ont lu le synopsis et ils ont fait voilà, on va faire un film autour de ça. Mais... Est-ce que Extremis est prononcé dans le film? Je crois que oui. Oui, bien sûr. C'est prononcé. Ouais. Parce qu'il parle d'IM et tout. Donc, ouais, et puis en plus, il y a Pepper qui arrive in extremis à la fin. Oh, waouh. Cooper, t'as rien à dire? Donc Tony vit très mal l'arrivée d'Alien et de Dieu dans sa vie professionnelle. Qui peut s'entendre. Il y a une armure qui attaque Pepper pendant la nuit, j'aime bien cette scène. Ouais. Et donc au Chinese Theater de Los Angeles, Happy enquête, il fait sa petite enquête de son côté. J'aime bien qu'on ait ces petites scènes avec... Il essaie de se bagarrer tout de suite en boxeur, alors qu'il y a... Et d'ailleurs, il lui en colle une belle, parce que le mec avait le nez pété au moins, je crois. Et donc tout ça tourne mal. Grosse explosion au Chinese Theater. J'aime bien ça revient un peu plus tard, mais le fait que ça laisse une ombre sur le mur, c'est une bonne idée visuelle. Bonne idée, ouais. Et surtout que l'explication que donne le gamin quand ils vont sur le mémorial de l'autre explosion qu'il y avait eu, c'est dans le Tennessee, je crois que ça se passe. Qui a perdu leur âme. C'est ça. Ouais. C'est plutôt sympa comme petite manière d'expliquer ce truc-là et de justifier aussi pourquoi il n'y a que 5 silhouettes alors qu'il y a 6 morts. Enfin, c'est plutôt une bonne idée. Donc le Chinese Theater a été reconstruit depuis, ou alors ils ont tout simplement oublié l'existence d'Iron Man 3, ce qui serait étonnant parce qu'il y a quand même Trevor dans la série. Ouais, non, je pense juste qu'ils l'ont reconstruit. Enfin, Est-ce que je t'ai dit que j'ai vu Superman au Chinese Theater? Par contre, le Chinese Theater, ça va me permettre de parler d'un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même assez intéressant avec ce film, et qui a mis pas mal de bâtons dans les roues à Shane Black, c'est la coprode avec la Chine sur ce film. Parce que si vous le regardez sur Disney+, vous verrez plein, si vous allez dans Voir Plus, ou je sais plus exactement comment ils appellent ça, il y a plein de petites scènes coupées du film, qui sont en fait des scènes d'une version plus longue, qui existe pour le public asiatique, et notamment chinois. Avec la version mandarin Alors non, il n'y a pas plus de scènes avec le mandarin. C'est mandarin Mais je sais pas si tu te souviens, au tout début du film, la scène en Suisse, il rencontre un scientifique asiatique qui s'appelle le docteur Wu, je crois, W-U. Pas le docteur Wu, je te vois venir. Qui en fait a d'autres scènes dans le film, c'est lui notamment qui soigne Tony à la fin du film. Et en fait, c'est des scènes qui ont été ajoutées pour le public asiatique. Et notamment, il voulait, la coprode voulait que le gamin qui est dans le film soit joué par un asiatique. Et Shane Black a refusé catégoriquement pour éviter le syndrome de 2001. Donc, c'est vrai que j'y avais pas pensé à 2001. Ouais. Et en fait, ça a quand même
causé pas mal de soucis au niveau de la prod de ce film parce que il y avait des grosses exigences de la production chinoise, enfin en tout cas des investisseurs chinois. Donc ils veulent pas que le mandarin soit incarné par un asiatique, mais ils demandent à ce que le gamin soit incarné par un asiatique. Tony provoque le mandarin et se met en mode Minority Report. Et le mandarin bombarde la maison de Tony. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette scène. Comment des hélicoptères peuvent rentrer dans l'espace aérien américain pour bombarder C'est vrai, la côte et repartir ensuite. Ils sortent d'où? Je sais pas. Bon, après, Ils ont spawn comme ça. En fait, tu comprends après. C'est comme les hélicoptères dans GTA, si tu passes certaines étoiles, tu vois. Ils arrivent. Spawn, ouais. Mais super scène pour le coup. Moi, j'adore cette scène de destruction de la villa de Tony. Ouais, c'est une des meilleures scènes du film, je pense. Qui est peut-être pas la plus belle visuellement. Je trouve qu'il y a des moments où c'est très sombre, tu comprends pas toujours tout ce qui se passe. Mais l'impact de la scène sur Tony et même sur Pepper, tu vois, je trouve que c'est hyper fort. J'aime beaucoup cette scène. Ouais, et le film démarre enfin. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Ouais, parce que le film prend son temps un peu à démarrer quand même. Il n'y a pas de scène d'intro qui te prend tout de suite, vrai. Tu vois. Faut attendre qu'il y ait ce moment-là. Les armures qui sont détruites et sa maison. Et ça explique aussi pourquoi il se concentre beaucoup plus sur les Avengers par la suite aussi. Ouais. Parce qu'il a plus son QG à lui par la suite. Bah, il en est dépossédé. Ouais, maintenant, en fait, sa vie, c'est les Avengers. À partir de ce moment-là, à la fin du film, sa vie, c'est les Avengers. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de film Iron Man et qu'il n'y a plus que Tony dans les films Avengers, parce que c'est lui qui porte les Avengers. Exactement. Pourtant, après 1,2 milliard, ils auraient pu en pondre d'autres. Ils en ont fait 4 pour Thor, ils en ont pas fait 4 pour Tony. Ils auraient pu en faire d'autres. C'est assez fou. Et j'aime bien cette scène. Ouais. Avec ce lapin. Je crois que c'était dans la bande-annonce aussi. Ouais, bien sûr, les scènes de missiles qui arrivent sur la villa. Ouais. Avec la bagnole qui tombe. L'Audi. Tony atterrit dans la neige, dans le Tennessee. Et Jarvis fait une sieste. Donc Tony traîne son armure. Il entre par effraction chez les gens. Clairement. Hein. Après avoir volé un poncho à un Indien. Il le dit en plus, j'ai volé un poncho à un Indien en bois. Hors contexte, comme ça, j'imagine que Pepper a dû dire quoi ? De quoi tu parles ? Mais tu vois, ça fait partie de ces moments dans le MCU où les personnages sont un peu dépossédés de tout ce qu'ils ont. Je pense à ce moment où ils se retrouvent tous chez Hawkeye dans Avengers 2, où en fait on se retrouve dans des scènes un peu où tu es un peu dépossédé de tout ce qui fait les films Marvel. Et là, tu vois, ces scènes où Tony se retrouve avec un gamin à bricoler dans un garage, moi, c'est des scènes que j'adore. Pour moi, je pense que c'est les meilleurs moments du film, c'est les scènes où il n'y a pas d'armure. Oui. Et étant donné qu'une bonne partie du film, il n'y a pas d'armure, sauf que d'un seul coup, à la fin, pouf, il y a toutes les armures, et là, le film devient nul d'un coup. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est un constat qui est... Là, c'est un film qui repose essentiellement sur Robert Downey Jr., mais utilisé au maximum... Ouais, je pense qu'il est vraiment utilisé au maximum de ses capacités. C'est-à-dire qu'il est drôle, il est dramatique, il y a vraiment de tout. C'est pas juste... comme dans le 2 où c'est une blague, pendant tout le film il fait des blagues et tout. Là, il est plus utilisé comme dans le premier, un petit peu. Et ouais, donc il rencontre Harley, là, le gamin débrouillard, qui lui aussi a des daddy issues. Oh oui. Et j'aime bien, moi. Leurs échanges. C'est très étonnant dans ma tête. J'avais l'impression qu'ils avaient beaucoup plus de scènes ensemble. Étaient beaucoup plus... que le petit était beaucoup plus présent dans le récit. Et au final, ils n'ont même pas d'adieu. Il se bat, il dit tu vas partir comme mon père, et il dit ouais, il se bat. Ça c'est le meilleur adieu justement, c'est un des meilleurs adieux. Dit comme ça, oui. Non, il est génial. Mais justement, t'as pas d'adieu un peu classique. Si, c'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a pas d'adieu un peu classique que tu pourrais attendre. Non, c'est un adieu avec Tony Stark. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un adieu avec Tony Stark. Et jusqu'au bout, leur scène sont... Je l'adore, elle est géniale cette scène où il dit quoi, tu vas faire comme mon père et te barrer. Et il dit tu essaies de me faire pleurer, tu essaies de me rendre. Et il se casse comme ça. Là, il lui parle vraiment. Quand t'es gamin, t'as envie qu'on te traite comme ça. Ah oui. T'aimerais bien avoir un adulte comme Tony Stark qui débarque et qui te traite comme un adulte. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est du Shane Black. Ça, alors que ce qui est assez marrant, c'est que il a une autre interaction avec un civil qui est le journaliste là dans son camion télé. Et lui, il le traite comme un enfant parce qu'en fait, lui, c'est un enfant qui est vraiment genre fan de Tony. Et lui, il le traite comme un enfant, c'est assez marrant. En mode, allez, on va faire une mission tous les deux. Il y a un truc pas du tout
réaliste dans ce film, c'est que personne ne reconnaît Tony Stark. Alors, je me suis fait la réflexion. C'est génial. Et c'est vrai que... Alors, tu peux l'expliquer dans le sens où tu es dans un vieux rad où ils sont tous tête à peu bourrés. Quand t'as Elon Musk qui se promène n'importe où, les gens le reconnaissent. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que t'as beau avoir une casquette, en fait, ok, t'as la casquette. Mais à partir du moment où tu l'enlèves au milieu du bar, en fait, tout le monde te reconnaît, frérot. Donc, ça sert à rien de mettre un petit foulard. Mais il est déguisé en cow-boy à un moment dans le film. Un autre truc pas réaliste, c'est qu'il y a le Homeland Security à un moment, et la police refuse que le Homeland Security arrête quelqu'un. T'imagines ? Aux États-Unis, ils empêchent ICE d'arrêter quelqu'un. Non, mais franchement. Non, mais là, c'est du grand n'importe quoi, le MCU. Ça va beaucoup trop loin. Mais j'aime bien la méchante. Elle a du charisme. Elle ressemble un peu à... Mylène Farmer ? Non. Non, elle ressemble... Parker Posey. Ah oui, t'as raison. À chaque fois, je crois que quand je l'ai vu, j'étais sûr que c'était Parker Posey. Oui, non, t'as raison. Ouais. C'est marrant. Pour moi, en parlant de Parker... Le gamin, c'est Peter Parker. Enfin, c'est pas un prototype de Peter Parker. Toute la relation qu'il y a entre les deux, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver. C'est la base de ce qu'il y aura plus tard. Le gamin devait être dégoûté. Écoute, il a eu sa scène dans Endgame, il va pas commencer à râler. Non, mais t'imagines, il a vu Peter Parker avec la Iron Spider et tout. Il était là. Moi, j'aurais bien aimé avoir une armure. J'aurais bien aimé avoir une armure. Mon père est revenu, il est alcoolique. Mais je trouve ça mignon qu'il l'ait pas oublié à la fin d'Endgame. C'est très bien. C'est franchement, c'est un petit clin d'œil. Tu le vois dans le fond, t'es même pas censé savoir que c'est lui. Si tu le sais, c'est quand même très touchant. Le gamin, il a dû avoir une bourse pour les études. Enfin, il a pu aller à Harvard. Il lui a retapé son garage là. S'il voulait aller à Harvard, je pense qu'il a le tapis rouge. MIT et compagnie. Je pense que Tony, c'est le genre de gars qui n'oublierait pas Il a dû en parler à Pepper, il a dû en parler à Happy, et c'est pour ça qu'il a invité. C'est que vraiment, c'était pas un secret, quoi. Oui, c'est limite, je suis sûr que c'était sur son testament. C'est mon protégé, quoi. Voilà. Enfin, c'est mon protégé jusqu'à l'arrivée de Peter Parker. D'un mec un peu plus cool. Il peut faire des saltos, ok. Il peut grimper sur les murs. Le vice-président est incarné par Miguel Ferrer, donc on a un crossover Lynch Planning et Marvel Initiative. Ça fait plaisir. Voilà. Et sa fille est incarnée par Jenna Ortega. C'est dingue. J'en avais aucun souvenir. Moi non plus. Je pense qu'en fait, je sais plus depuis combien de temps j'ai pas revu Iron Man 3, mais c'est vrai elle n'était pas connue. C'est entre-temps, Jenna Ortega a un peu explosé en termes de célébrité. Ça veut dire qu'elle est toute jeune. Je pense qu'elle a moins de 10 ans. Non, mais en vrai, là, maintenant, elle est née en quelle année ? Elle doit être vraiment jeune. J'ai l'impression qu'elle est là depuis longtemps, maintenant. Jenna Ortega a 23 ans. Elle est de 2002, donc... Elle a même pas vu le Sénégal battre la France. Je suis pas sûr. Mais là, elle va pouvoir le voir. Oui, c'est vrai. Cette année, elle pourra le voir cette année. En 2026. Notez-le. Est-ce que Trevor a vraiment tué le mec ? Je crois que ça revient, non ? Attends, Trevor a vraiment tué le mec. Il tue un mec devant la caméra. C'est vrai, oui, tout à fait. Et ensuite, il dit c'était une fausse arme. Mais je crois qu'il l'a vraiment tué, non ? Bon, oui. On lui fait croire que c'est une fausse arme, mais lui... Tiens, rappelle-moi juste ce que Trevor fait donc par la suite. Alors, il y a le court-métrage All Hail the King, où là, je m'en souviens. Ouais. On le voit en prison et il se fait interroger par un journaliste qui, en fait, est un membre des 10 Anneaux qui lui dit « Le vrai mandarin veut te voir ouais. ». Dans Shang-Chi, on découvre quand du coup Shang-Chi et compagnie arrivent... Que c'est Gandhi en fait, depuis le début c'était Gandhi. quand ils arrivent du coup dans le repère du vrai mandarin, ils tombent sur lui et en fait ils se rendent compte que en fait donc quand... il vivait là quoi. C'est ça, quand Trevor est allé rencontrer le mandarin sur sa demande, il lui a joué une scène d'Hamlet, j'allais dire d'Hamlet, ça lui a plu au mandarin. Du coup, en fait, c'est devenu son bouffon. C'est ça, et c'est devenu son bouffon. Et je crois que c'est même dit dans Shang-Chi, en gros, que tous les samedis, maintenant, il a une représentation pour le mandarin, où, vu qu'il est comédien, il peut justement vivre de son art à la cour du mandarin. Le mandarin fait des références à Kylian ou... Je crois pas. Hein. Non. Je crois qu'il dit faux mandarin. Je crois qu'il dit qu'il a été bafoué dans son identité, tout ça, et qu'il s'est un peu réapproprié, mais toujours en restant dans l'ombre, parce que c'est le but de ce mandarin de pas trop se il disait ça l'arrangeait en vrai, qu'il y a un faux mandarin. Et du coup, on retrouve ensuite Trevor dans Wonder Man, où on nous explique qu'il avait effectivement fait de la prison. Il travaille pour Damage Control maintenant. Qu'il est devenu sobre aussi, parce qu'il a eu des gros problèmes. Il est sobre depuis Iron Man 3.
Ouais, mais il dit 13 ans et je crois que ça colle pas en termes de. Non, mais si, ça colle, 13 ans. Non, parce qu'on est bien plus qu'en dans le MCU. Ah oui, c'est vrai que. Ouais. Donc c'est pas. C'est un clin d'œil. Ouais, Logiquement, ça devrait être. Ils ont complètement oublié le blip dans ce. Oui. Les scénaristes ont complètement. En tout cas, en termes de chronologie, ils ont voyé ça. Ils ont blip le blip, totalement. Ils ont blip le blip. Et du coup, Trevor se retrouve à bosser un peu contre son gré pour le damage control. Sinon, en fait, on le menace de retourner en prison, parce qu'il a quand même joué un terroriste. Donc. Il devient un peu espion sur les bords, à laisser des mouchards et des trucs comme ça. C'est assez drôle de le voir. Ouais. Mais bon, comme je te dis, je suis même pas à la moitié de la série, donc je ne sais pas vraiment. En vrai, t'es à la moitié. Ouais. T'as vu 3 épisodes, t'es à la moitié, dans le sens où, comme je te disais, il y a un épisode pivot qui est l'épisode 4, qui est un espèce de à côté, qui permet d'expliquer un peu des choses qu'on nous explique dans la série. Et ensuite, ça déroule jusqu'à la fin sur 3 autres épisodes. Daniel Dustin Cretton, qui bosse sur cette série, qui l'a co-créée. Et en fait, donc lui, il a fait Shang-Chi. Donc c'est déjà lui qui a ramené le mandarin dans le MCU. Et il l'adore, en fait. Je pense qu'il l'adore. Et en fait, c'est lui qui va faire le prochain Spider-Man. Donc en fait, c'est un peu devenu, j'ai l'impression, leur nouvelle tête de gondole en termes de réal, créateur auteur pour Marvel. Et c'est très intéressant parce que ça soit en termes de volonté artistique des combats, de l'or du MCU en ramenant du Trevor, des choses comme ça. Et en ayant vu l'intégralité de Wonder Man, je suis relativement confiant pour ce Spidey. Franchement, ça fait plaisir. Là, Wonder Man, en tout cas, il n'y a pas eu de bagarre ou de trucs comme ça depuis ce que j'ai vu. Et puis, t'en auras pas beaucoup, je peux t'assurer. Ça n'a pas l'air d'être une série avec... Il y a un petit truc, mais c'est c'est pas une série avec des super pouvoirs. Non. Il y en a. Ils sont bien utilisés. C'est une série... c'est le The Studio de Marvel. Ouais, c'est une série classique sur Hollywood, on va dire. Plus une histoire classique de Los Angeles. Un poil satirique, mais qui reste dans les clous. C'est surtout une série qui est très consciente d'elle-même, en fait. Et t'as tout ce truc de reboot, de films, de super-héros des années 80 qu'on vient reprendre, le merchandising. Ouais, mais c'est pas fait comme She-Hulk. Ah non, on n'est pas dans une volonté méta cynique, comme l'a fait Deadpool ou comme l'a fait She-Hulk. Non, là on parle plus de notre époque. C'est pas forcément Marvel en général. C'est l'industrie hollywoodienne aujourd'hui, et notamment à l'heure de la production de films de super-héros. Donc c'est assez intéressant, ça a vraiment du sens. Et en plus, tu as tout ce truc que tu verras par la suite avec le réal un peu fou qui est un artiste complet, qui se retrouve sur des projets où en fait il n'a rien à faire là-dedans. Par contre, il y a des sacrés caméos. Je t'en ai déjà parlé, mais il y a des sacrés caméos de Wonder Man. Ok, m'en dis pas plus. Tu penses quoi du plan des méchants? Le fameux plan des méchants. Donc le plan des méchants, c'est d'utiliser des vétérans qui ont perdu des membres pour les transformer en monstres, tout simplement, et ensuite essayer de revendre ça au plus offrant. C'est quoi en fait, c'est de faire de l'instabilité politique à travers des attentats ciblés à travers les États-Unis pour permettre de la vente d'armes, de la vente. C'est bondien, ouais. C'est très bondien. Ouais. Et c'est vrai que le plan est un peu alambiqué, mais en même temps, pareil, si tu reviens à Extremis, il y a tout un truc avec le président américain qui se fait enlever. Ils sont restés assez proches quand même de l'histoire de. Elle est réadaptée évidemment, mais ils sont quand même restés assez proches des enjeux de l'arc Extremis. Et c'est. Après, c'est pas parce que c'est proche des comics que le plan est bon. Ah non, bien sûr. Mais disons que ils sont quand même allés puiser là-dedans et ils s'en servent relativement bien parce que je trouve que l'enlèvement du président des États-Unis donne une des meilleures scènes du film. Tu as tout ce truc autour de l'armure, en fait, ou d'Iron Patriot qui est utilisé à des fins qui était déjà un peu un trope du deuxième film. Donc on y revient un peu, mais c'est quand même un peu twisté, donc c'est intéressant. Et puis, voir Rhodes se retrouver aux quatre coins du monde dans des ateliers, c'est quand même assez marrant. Non, parce que le plan des méchants, pour y revenir, donc il y a ça, les vétérans, c'est un peu le super sérum sur les bords. Oui, il y a un peu de ça. Et on a un personnage de Maya, donc, qui on nous fait croire que en fait c'était une bonne personne, puis ensuite on nous dit non, elle était méchante depuis le début, et à la fin, quand elle va changer, elle se fait assassiner par Killian. Qui est un twist aussi d'un certain point de vue, parce qu'on pense que Maya va être la personne qui va aider Tony jusqu'au reste du film, c'est-à-dire la Bond Girl.
Voilà. Ouais, qui change de camp. Ouais. Tout à fait. Pour le coup, dans les comics, c'est vraiment le personnage de Maya est vraiment le vrai antagoniste de cet arc. Ok. Et c'est ce qui était prévu au début pour ce film, mais le personnage de Rebecca Hall a été complètement réduit à peau de chagrin. Moi, j'aime bien Rebecca Hall. Je Moi trouve aussi. qu'on la voit pas déjà dans assez de trucs. Et Tout à fait. elle aurait mérité une meilleure. Je pense qu'elle pourrait virer son agent, Rebecca Hall, en Ouais. fait. Elle est en promo en ce moment pour une série ou un film que j'ai plus en tête, où on lui a posé la question si elle allait revenir dans Endgame, mais elle a dit en fait, vous avez peut-être juste oublié, mais je me suis fait fumer, hein, donc moi, je c'est suis terminé mort, le MCU. Ça a jamais arrêté personne, mais bon. Non, c'est vrai. Donc Tony utilise autre chose que les armures ou la science pour s'en sortir. Ce qui est un peu osé de la part de Shane Black, en fait, quoi, de lui enlever son armure. Ce que Cap lui a dit d'ailleurs dans Avengers, hein, enlève ton armure et t'es qui ? Et ben, le film répond à cette question. En fait. C'est comme s'ils avaient vraiment... c'est un rebond, quoi. Ils ont rebondi sur la question de... C'est dans Avengers 1 qu'elle lui dit ça. Hein. Ouais. Ça, c'est du Whedon, ça. Mais c'est MacGyver, quoi. Là, on a du MacGyver qui... Clairement, il se crée des outils, il se fait un gant qui permet de taser, il se fait même un taser, il se fait un pistolet à clous. Ouais, et puis il a un filtre, il s'infiltre dans la base en utilisant ses gadgets. Super scène que j'adore aussi. Ouais, qui est très marrante. Jusqu'à ce qu'il se fasse attacher à un matelas, enfin un sommier de matelas. Et les interactions avec les deux goons. Je l'aime bien. Ça aussi, tu sens que Shane Black s'amuse. Oui. À partir du moment où il y a deux mecs avec un flingue et il y en a un et il y a un troisième mec qui est attaché à une chaise, tu sais que tu pourrais faire un film là-dessus avec Shane Black. C'est clair. Et là, des tonnes de geeks ont hurlé puisqu'on découvre que le mandarin est en fait un acteur raté avec un accent de Beatle nommé Trevor Slattery. Et très bonne révélation. Ah ouais, c'est vraiment très très drôle. Et puis il est drôle par la suite, il est en train de regarder Liverpool et tout genre. Il s'endort. Il y a des mecs avec des flingues qui sont en train de le pointer et lui il est en train de regarder le score de Liverpool, tu vois, c'est le seul truc qui l'intéresse. Il est complètement déconnecté. Et c'est rare aussi qu'il y ait des références dans le MCU à quelqu'un qui se drogue. Qui se bourre la gueule. Ouais, non, c'est vrai que... Il n'y a pas beaucoup de ça, depuis que c'est Disney en tout cas, il n'y a pas beaucoup de ça. Quoi. Et Trevor est unique comme personnage parce que il n'y en a pas beaucoup de personnages qui sont vraiment vendus comme des grands méchants ou des grands héros et au final t'apprends que c'est des nobody et c'est ça qui fait le charme de leur personnage. Et Trevor, c'est un personnage que j'étais très heureux de retrouver dans Wonder Man, tu vois. En regardant Wonder Man, je me suis dit c'est vrai que c'est un super concept, quoi. Il y a dans un des tout premiers épisodes, il y a une femme qui lui demande « Mais vous étiez pas un terroriste à une époque ?» Je suis sûr que même lui le marque sur son CV. C'est vraiment, c'est Oussama Ben Laden. En fait, c'est comme si tu apprenais vraiment que Ben Laden, c'était un acteur et maintenant il se promène parmi nous, il vit sa vie tranquillement. Ce serait génial. Ce serait absolument génial, quoi. Il devrait être en prison jusqu'à la fin de ses jours, mais il peut être utile. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est libéré. J'adore, quoi. En fait, il le paye en le laissant avoir 2 ou 3 filles dans sa chambre tous les soirs. Et en lui filant de la drogue, de l'alcool. Mais il n'y a même pas une caisse, il n'y a même pas un contrat, il n'y a même pas un business, il n'y a même pas un échange d'argent, quoi que ce soit. En gros, c'est tous tes vices seront assouvis grâce à nous, donc deviens terroriste, deviens la tête d'affiche d'un réseau terroriste. Et ce que j'adore, c'est que lui est persuadé d'être dans un film, quoi. Enfin, de jouer des scènes pour un film, quoi. Ouais, il est génial. et justement, c'est le fait que ce soit Ben Kingsley que ça marche encore plus, parce que Ben Kingsley, c'est littéralement un des meilleurs acteurs shakespeariens de son époque. Et là, il joue le pire, quoi. Et tu sens qu'il s'amuse quand tu regardes Wonder Man, tu sens qu'il s'éclate. Ah, mais il s'éclate. Et je pense qu'avec Yahya Abdul-Mateen 2, ils ont vraiment créé un truc vraiment. qui sera, je pense, réutilisé. Comment ils ont eu ce mec pour Wonder Man, d'ailleurs ? Yahya Abdul-Mateen 2 ? Ouais, Morpheus. comment ils ont eu Morpheus dans cette série, alors que c'est un grand nom maintenant, quand même. Ouais. Bah écoute, je pense que ça a dû lui plaire. Mais personne n'a regardé cette série. Personne ne sait que cette série existe. Ben Kingsley n'est pas au courant non plus. Ah si, lui s'éclate. Je peux t'assurer, quand tu le vois sur les tapis rouges, il est vraiment très content. Non, mais c'est fou. Personne n'a parlé. J'ai jamais entendu parler de Wonder Man. Si t'étais pas là, je serais même pas... Moi, qui ai un podcast qui s'appelle Marvel Initiative, je serais même pas au courant qu'il y a une série qui s'appelle Wonder Man. Et c'est en plus considéré déjà comme une des meilleures séries du MCU, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais, non, c'est une bonne série.
dans son genre. Et t'en as vu que 3. Hein. Et ce qui fait le charme d'Iron Man 3, je disais, c'est que c'est pas mêlé à tout le reste du MCU. Exactement. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de caméo. C'est ce que j'ai fait dans mon... Et c'est ce qui fait le charme de Wonder Man aussi. C'est ce que je dis dans mon article que j'ai écrit sur la série, c'est qu'en fait, c'est une série qui arrive à s'émanciper du MCU pour raconter un truc intéressant. T'es juste obligé de voir Iron Man 3. En fait. Oui, t'as le damage control, t'as les machins, mais en fait, on s'en fout. Non, mais damage control, tu peux imaginer que c'est Ice ou un truc dans Bien le genre. sûr. Trevor, t'es vraiment obligé de regarder Iron Man 3. Ah bah oui, mais c'est un personnage pour les fans, pour le coup. Et encore, je pense que tu peux trouver sur YouTube toutes les scènes de Trevor dans Iron Man 3 assez facilement et tu peux te faire une idée. Mais tu vois, la force de Ben Kingsley, quand même, c'est qu'il arrive à vendre ce personnage de grand terroriste qui dit « America » avec son accent et tout. Et ensuite, en un quart de seconde, comme ça, arriver à devenir un mec pathétique. Fan de Liverpool, qui boit de la bière dans les moments les plus catastrophiques de sa vie. Très bon twist, moi j'adore. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Rien à dire de plus sur le twist. Tony se fait attraper et découvre que Pepper souffre d'un gros coup d'extrémis et Maya se fait assassiner par Killian. Apparemment, l'idée de Pepper qui sauve Tony à la fin du film, c'est Robert Downey Jr. qui a eu cette idée. Okay. Parce qu'il disait que Pepper... en fait, il en avait marre de voir Gwyneth être la demoiselle en détresse. Ouais. Et il a dit, pourquoi ce serait pas elle qui me sauverait pour une fois ? C'est hyper intéressant comme approche du personnage et pour donner un peu plus à manger à Gwyneth Paltrow qui... Dans ce film, elle n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle n'a pas grand-chose. Elle a quelques scènes avec Killian. Dans les deux premiers, elle est plus présente, je trouve. Dans ce film-là, il donne cette fausse air de romance avec Killian, ça marche pas du tout, je trouve. Non. Et ensuite, elle est kidnappée pendant une bonne partie du film, et à la fin, elle a des super pouvoirs. Ouais. Tout ce qui tourne autour de Killian et Pepper, je trouve que c'est peut-être les défauts du film. Un peu en dessous, ouais. Et Dieu sait que j'aime bien Pepper, mais là, elle n'est pas bien utilisée du tout. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Mais il fallait que Tony soit tout seul. Ouais. Il fallait le déposséder de tout ce qu'il avait et ça marche bien du coup de se débarrasser un peu de le personnage de Pepper, quand elle n'est pas en face de Tony, elle est moins intéressante en fait. Ouais, et puis même tu vois genre t'as cette scène où Tony envoie un message avec son masque avec son casque à Pepper, ça aurait suffi et on nous refout une scène où c'est elle qui écoute le message, qui n'a aucun intérêt du coup vu qu'on a déjà entendu le message. Et c'est des petits trucs comme ça où tu sens qu'ils ont un peu forcé pour lui rajouter 2-3 scènes parce que sinon elle avait plus grand chose quoi. Ouais. Autant Roddy est mieux utilisé. Carrément. Il y a un vrai team. Il est même cool quoi. Ah oui, c'est sans doute le film où il est le plus cool. Hein. Mais je pense qu'à l'époque les fans ne voulaient pas d'histoire contenue. À Thor 2, Iron Man 3, ça l'a prouvé. Ils voulaient pas de crossover. Ils attendaient le crossover, en fait. C'est ça le truc qui faisait le charme du MCU. Mais en même temps, de temps en temps, on a besoin d'une histoire qui est quand même à part, quoi. Tu vois, Black Panther, par exemple, c'est un peu dans son propre univers. Fallait avoir vu Civil War avant, mais sinon, c'est un peu... Guardians, c'est dans son propre univers. Mais là, ce qu'ils voulaient avec Iron Man, c'est voir les autres Avengers. Tu vois, le fait que le seul Avengers qu'on voit dans le film... Il se pointe en post-credits pour une blague. Et puis pas post-credit en milieu de générique, post-credit dans toute fin de générique. Voilà, là, il n'y a pas de Nick Fury, par exemple, tu vois. Pas de Nick Fury. Pas de Nick Fury, donc déjà, ça change par rapport au film précédent. Ouais, tout à fait. Film précédent qui était vraiment là pour servir de teaser pour le film Avengers. Et ce film-là ne sert pas de teaser pour la suite. C'est une conclusion d'une trilogie et c'est quand même assez appréciable d'avoir une vraie conclusion pour cette trilogie. Qui est inégale, on est bien d'accord, mais qui se tient quand même plutôt bien avec un peu de recul après les avoir vus. Ouais. Ok, le 2 est en dessous, mais 1 et 3, c'est quand même des très bons films, quoi. Enfin, des très bons divertissements en tout cas. Roddy qui se fait d'ailleurs à nouveau piquer son armure par les méchants. Hein. Il va falloir que ça suffit là. Hein. Au bout d'un moment. Il y a une scène très drôle où il est dans l'armure et on va te faire sortir, mon gars. J'aime beaucoup ça. Il veut pas. Mais il le dit en plus, il dit à son armure de ne pas s'ouvrir, mais c'est l'armure qui... Il était prêt à mourir dans son armure. Ah bah oui. Ouais. C'est un soldat. Oui, c'est ça. Un soldat, Roddy. Donc le méchant attaque Air Force One de l'intérieur. Et je me suis dit, en vrai, l'armure d'Iron Patriot, elle est tellement lourde que si tu la mets dans un avion, c'est pas une bonne idée, en fait, je pense. C'est sûr, ouais. Excellente scène de chute libre.
Avec donc, tu disais des gars. Ouais, des parachutistes de Red Bull qui ont été recrutés pour faire les scènes. En tout cas, il y a une partie, évidemment, qui est en effets spéciaux. Bah, Iron Man, quoi. Ouais, mélangée avec des vrais cascadeurs, en fait, qui ont fait la descente et qui sont accrochés ensemble. Et ça c'est super cool comme scène, surtout leur arrivée dans l'eau. Chaque fois me fait rire où il est là en mode bah, je vous dépose les gars. Là, j'aime bien, c'est qu'il est très zen dans sa manière de gérer le truc. Et en fait, on t'explique par la suite que c'est parce qu'il est loin. Et c'est hyper intéressant du coup d'avoir ce petit. C'est plein de petits twists comme ça à ce moment-là du film. Tony, au final, est un peu omniscient, quoi. Ça reviendra encore plus par la suite, c'est que. Au final, toutes ces armures peuvent faire... C'est couteau suisse, le truc, quoi. En fait, au moindre problème, t'as une armure qui sait quoi faire. La surutilisation de la technologie Stark qui fait que tu te demandes pourquoi le monde est encore tel qu'il est. Quand tu regardes Wonder Man, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des pubs en hologramme? Pourquoi... Tu vois ce que je veux dire? Là, son armure est plus ou moins un drone. Mais en même temps, il fait ça donc dans un bateau... Et il n'est pas obligé de bouger les bras quand son armure bouge. Il n'est pas obligé de marcher quand son armure marche. Tout ça, ça passe par son cerveau. On ne sait pas comment, c'est magie, c'est neuronal. Voilà. Mais à ce moment-là, 13 ans plus tard, plus 5 ans, donc 18 ans plus tard. Parce que là, entre Wonder Man et Iron Man 3, il y a 18 ans dans le MCU. C'est-à-dire que tu peux te mettre à boire maintenant. Si tu es né pendant Iron Man 3, tu peux boire dans le MCU. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la technologie, en fait, quoi? Pourquoi il n'y a pas des voitures qui volent? Pourquoi il y a pas Moi, je l'explique de la même manière qu'avec le Wakanda. C'est-à-dire que des technologies hyper développées sont conservées par très peu de gens. Et en fait, c'est pas partagé à tout le monde. Et donc c'est comme si les milliardaires avaient accès à l'iPhone et nous non. Ouais, un peu, ouais. Mais ça marcherait pas. Tu es obligé de le vendre, l'iPhone, il faut te faire de l'argent. Je suis d'accord, mais... Si tu veux le produire, il faut le vendre. Ouais, mais là, tu vois, on est sur des technologies qui sont tellement, j'imagine, coûteuses. Dangereuses aussi, peut-être. Dangereuses et coûteuses à mettre en place, que c'est pas possible de l'industrialiser à une échelle mondialisée, quoi. C'est très étrange de ne pas voir des panneaux publicitaires holographiques à Los Angeles ou des trucs comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est très étrange. Mais en même temps, le gros problème, c'est qu'il faut aussi que tu aies des histoires street level, des histoires normales avec des problèmes de la vie de tous les jours. Et si tout le monde... Enfin, c'est difficile, en fait, le MCU. C'est que, pour moi, le MCU devrait être limite avoir 3 univers. L'univers technologie, alien, etc. L'univers magie et l'univers normal. Et les 3 devraient se rencontrer pour les Avengers et ensuite se reséparer. Ah, waouh. Voilà. Ce sera un sacré bordel aussi. Kylian Pepper est le président. Donc Rhodey et Tony infiltrent la base pétrolière. Tony envoie son armurerie. Beaucoup d'armures des comics, là. Hein. Ouais, c'est le clin d'œil, là. La foire. Vous n'avez pas eu le mandarin. La foire aux easter eggs. Et honnêtement, elles sont tellement peu exploitées et mises en valeur que ça n'a aucun intérêt de... Il y a Igor qui peut porter des trucs. Ouais. Il y en a une qui a des sortes de pics au bout et qui fait un peu marteau-piqueur. Elles ont toutes des designs un peu différents, mais c'est vrai qu'elles n'apportent pas grand-chose. Elles se font détruire très facilement, en fait. J'ai l'impression. Bah oui. Il n'y en a pas une qui a... tu vois, un peu comme les 10 anneaux du mandarin qui ont censé avoir chacun un pouvoir. Il n'y a pas ce sentiment-là avec... Ah non, moi, tu sens que c'est vraiment des armures... tu sais, pour chaque problématique, il a une armure. Une pour forer, une pour souder, une pour... Ouais, mais le problème, c'est que son armure Iron Man habituelle a déjà... déjà tout ça. Tout ça. Ouais. Donc ça ne fonctionne pas aussi bien que dans les comics. Dans les comics, ça fonctionne bien. Bah oui. Le côté où il met vraiment une armure différente à chaque fois qu'on le voit. Là, tu peux l'expliquer dans le sens où, en gros, c'est des prototypes qu'il a gardés, dont il ne s'est pas resservi, et en fait, qu'il a conservé dans sa cale, quoi, dans sa cave. Mais c'est tout. Et les vrais modèles sont ceux qu'il utilise au quotidien, et en fait, qui sont quasiment toujours les mêmes, si ce n'est le design qui évolue un petit peu sur les couleurs, mais en soi, l'armure reste la même. Là où les autres ont justement, comme tu disais, des formes un peu plus larges, un peu plus élancées. L'armure qu'on voit pendant presque tout le film, là, qui est dorée un petit peu, elle est stylée d'ailleurs, j'aime bien. Je suis pas très fan, mais... Et il dit l'enfant prodige est revenu et elle s'étale totalement. Donc c'est un peu une blague pendant tout le film qu'il a qu'une armure et c'est une armure de merde. Oui. Ouais, j'aime bien ça. Rhodey sauve le président avec style, franchement. Ouais, c'est très risqué comme move, mais ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Puis même, il est
Ils ont enfin réussi à le rendre cool. Et je crois que c'est peut-être le seul film où il sera cool. Parce que dans Avengers 2, on se moque carrément de lui. Quoi. On se moque de lui. Il y a Civil War où il a un rôle un peu plus intéressant. Ouais, non, attends, il meurt presque. Quoi. Il tombe. Ouais, mais tu vois, il est partie prenante dans le conflit. Ouais. Et après, là où il est un peu intéressant, je trouve, c'est Endgame, où il a un peu sa place qui est mineure. Mais il fait partie des survivants qui essayent de trouver des solutions, de chercher des infos, chercher des... Tu te rends compte qu'il fait équipe avec Rocket Raccoon à la fin. C'est incroyable. Qui aurait dit que Roddy un jour ferait équipe avec Rocket? Imagine Terrence Howard qui fait équipe avec Rocket surtout. Killian se vante et dit « Je suis le mandarin », mais il se fait dégommer tout de suite, comme pour nous dire « Il n'y a pas de mandarin ouais. ». Parce que c'est pas définitif non plus quand tu regardes le film. T'as plus l'impression que le mec, il est en plein trip d'ego. Il est en train de dire « Ouais, c'était moi le mandarin, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ?» Dans le sens où c'est moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui... Oui, mais le mandarin existait déjà avant, c'est ça. En fait. C'est ça le truc. Et il existe, il doit être avec son popcorn en train de regarder la télé, tu vois, genre, regardez-moi ces cons d'Américains. Regardez-les. Faire du cosplay, là. Un All Hail the King 2, où on voit le mandarin dans son canapé. C'est vrai que Ben Kingsley, très bon acteur, mais l'acteur qui joue le mandarin par la suite, on peut pas dire que ce soit un mauvais acteur non plus. Hein. Ils ont les deux mandarins, et même Guy Pearce, c'est trois acteurs qui ont joué le mandarin, c'est la classe. Tony Leung. Ils sont pas ratés au moins. Non, c'est clair. Ouais. C'est vrai que tant qu'à avoir trouvé un mec pour jouer le mandarin, autant que ce soit Tony Leung. Bah oui. Tony détruit toutes ses armures en cadeau de Noël pour Pepper. Et un joli feu d'artifice. Happy tombe amoureux de son infirmière devant Downton Abbey. Oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait un petit crush. C'est l'infirmière qui... c'est Madame Webb. Le mec qui a rien trouvé. Qui est à court total. Je suis fatigué, je suis malade. J'ai plus d'idées. Le premier truc qui m'est venu. Madame Webb. Allez, fais une blague sur Madame Webb. Vas-y, allez hop. Ça n'a aucun sens, mais vas-y. Tu sais, mais il y a une canette de Pepsi dans le fond de la scène. Une canette de Pepsi et il y a l'oncle Ben aussi. Dans un coin. Non, il y a un paquet d'oncle Ben. C'est subtil. C'est toujours un succès. Et le gamin a désormais un labo, hors de prix, hein, sûrement. Putain. Oh oui. Là, il est millionnaire, là, le gamin. Il peut tout revendre, là. Ouais. Vas-y, frère. Là, le daron, il va revenir le lendemain. Fils, je suis désolé. Je serai toujours là pour toi à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut vendre la voiture? Et le garage, t'as plus le droit d'y rentrer, il est à moi. Elle est où sa mère, déjà? Elle travaille. Hein, ouais, elle travaille. Ouais, parce que c'est un enfant... de divorce, mais tu sais, des années 80, à lui-même. Des années 90, comme moi. Et la trilogie se termine sur Tony qui répare enfin son cœur et qui décide d'arrêter de construire des armures, mais ça ne dure pas très longtemps. Non. Voilà, ça ne dure pas très 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 longtemps, puisque dans le film d'après, il veut carrément construire une armure pour la planète entière. Tout le monde. Et je trouve que, si tu regardes que 3 films, ça tient debout. Ah oui, de ouf. Le seul truc qui tient pas debout, c'est Nick Fury. T'enlèves Nick Fury et tu peux avoir 3 films qui font une trilogie où il n'y a pas d'Avengers, il n'y a pas de trucs comme ça. Non, c'est vrai. Il faut enlever Nick Fury. Il faut enlever Nick Fury. Ouais. Bon, t'as un clin d'œil à Black Widow dans le 2 qui ne mène nulle part, mais en dehors de ça... Tu peux le regarder quand même, quoi. C'est pas... Voilà. En dehors de ça, les 3 films, il manque peut-être... le contexte d'Avengers pour savoir pourquoi il est déprimé, il va pas très bien, il a des crises d'angoisse. Mais sinon, c'est une trilogie. Après, tu sais, tu peux juste te dire, en fait, ils ont eu un événement à New York où vu que Tony c'est un Avenger, en fait, il s'est passé ça. On te le montre pas, mais tu peux très bien assumer qu'il y a eu d'autres aventures entre les films. Enfin, c'est pas non plus choquant, tu vois. Tu réécris le 2 pour qu'à la fin, ils se battent contre des Chitauri. Ouais, voilà. Tu pourrais très bien faire une trilogie Iron Man sans avoir le reste du MCU. Ce qui est marrant. Parce que c'est rare pour le MCU de faire ça. Parce que si tu t'arrêtes à Captain America Civil War, tu fais non, j'ai envie de voir ce qui se passe par la suite. Tu vois, il n'y a pas de fin. Y a pas... Avengers. Tu regardes Ragnarok, ça termine sur le début d'Infinity War. Ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment le seul film où ça se termine. C'est un film très contenu. Ça pourrait se terminer là. C'est presque en vase clos. Ouais. Mais Tony Stark reviendra dans Avengers Doomsday et d'autres films entre-temps. Oh oui. Et sinon, on apprend donc qu'il parlait à Bruce Banner depuis tout le temps. Qui permet aussi un petit peu d'introduire leur relation pour
pour l'ère d'Ultron, justement. Il y avait un peu de Science Bro dans le premier film. Ouais, bien sûr. Dans le premier film, on a ça prolonge ce petit moment où ils ont le côté Science Bro. Parce que dans le 2, ils sont vraiment main dans la main pour créer Ultron, quoi. Voilà, et par la suite, ils sont plus proches du tout. Parce que Bruce, il part dans l'espace aussi, hein, donc ils sont un peu séparés de manière définitive. Et Tony devient un gros connard aussi, donc... Bon, c'est toujours un gros connard, mais il y a un moment où c'est Civil War où il devient vraiment... il est obnubilé. Ouais. Et c'est vrai que Hulk n'est pas là à ce moment-là. Donc, Mais c'est vrai que ça manque un peu de scène entre Tony et Hulk par la suite. C'est un peu un duo oublié, ça. Ouais, c'est vrai. Post Age of Ultron, on l'a mis de côté. Et Bruce qui dit « Je suis pas ce genre de médecin. » Et je suis pas très stable pour être psychologue. Et on te comprend, Bruce, on te comprend. Et ainsi se termine Iron Man 3. Est-ce que tu trouves qu'il a bien vieilli ? Est-ce que tu l'as aimé quand tu l'as vu à l'origine ? Ouais, moi j'avais beaucoup aimé justement. Et c'est un peu resté un film... Comment dire ça ? C'est un film que j'ai toujours apprécié, mais que j'oublie un peu toujours quand il faut citer les films que je préfère dans la MCU. Quand j'avais voulu le classer haut, quand on avait fait le classement avec Zoltan, vous m'aviez tous les deux dit que c'était pas vrai, que non, le film était pas si bien que ça. Et là, en le revoyant, je l'ai vraiment revu à la hausse. Hein. Alors, avec ses défauts, évidemment. Et moi, c'est l'inverse. Tu l'as revu à la baisse un peu ? Un peu, ouais. Ouais, ok. Moi, je l'ai un peu revu à la hausse parce que justement, j'en avais une image qui était peut-être un peu moins bonne que je croyais. Et en fait, moi, j'ai vraiment... En fait, c'est surtout... Ce qui m'a beaucoup plu avec un peu de recul, c'est de retrouver l'écriture de Shane Black sur le film. Et je trouve qu'elle se sent beaucoup, justement, ce qu'on disait sur tous ces petits personnages secondaires, sur l'utilisation du personnage de Tony. Et c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé assez savoureux. Et je me suis surpris à beaucoup rire devant le film. J'avais pas le souvenir que c'était un film aussi drôle que ça. Si. Mais ouais, tu vois. C'est une comédie. Hein. C'est, bien sûr, c'est des films Iron Man, quoi. Il y a un ton... dont on a parlé depuis 3 films, mais ouais, moi je l'ai un peu revu à la hausse. C'est pas un chef-d'œuvre, on est bien d'accord, mais c'est un film que j'ai vraiment apprécié, pas redécouvrir, mais retrouver. Très appréciable comme visionnage, et puis la musique joue pour beaucoup en plus, je trouve. C'est ton ventre ? C'est mon ventre, oui. J'ai faim. Je vais te rejoindre sur les compliments, parce que c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai longtemps défendu, au point que, en fait, il y avait tellement pas de très bons films dans le MCU. À cette époque-là. Il y avait pas le niveau n'était pas très haut. On n'avait pas encore eu Guardians, on n'avait pas encore eu Winter Soldier, on n'avait pas encore eu Black Panther. Il y avait le niveau était assez bas. Socle commun. C'est vrai que pour moi, Iron Man 3, c'était le meilleur de tous, en dehors d'Avengers, qui est un film qui est à part. Ouais. Qui est à part. Mais les gens, ça a été l'inverse. Ils ont pas aimé Iron Man 3. Moi, je trouve qu'il est un peu trop long. Il est un peu long. Il prend un peu trop son temps au démarrage et même à la fin, à l'atterrissage. Ces méchants sont pas forcément intéressants. En fait, c'est vraiment ça, quoi. S'il y a des choses à jeter un peu du film, ou en tout cas à vouloir réécrire, j'aimerais dire, c'est l'écriture des méchants, peut-être, qui fait que... En fait, on n'a pas un méchant qui est en contact direct avec Tony pendant une bonne partie du film. Et quand il l'est, c'est juste un méchant de James Bond, un petit très peu classique. Ouais. Je me rends compte que Winter Soldier... que le dernier Captain America ont le même twist en commun que Iron Man 3. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu apprends qu'il y avait une organisation secrète derrière. Cachée derrière, ouais. Il y avait un cerveau, littéralement, dans Captain 5 ou 6. Là. Et 4. 4, ouais. Et donc, c'est marrant que ça revienne, ce délire de twist. Ça marche bien avec Hydra, ça marche bien là. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir qu'il le fasse à chaque fois non plus. Ouais, non. Ça va devenir un peu redondant et moins surprenant, justement. Et ouais, je trouve que le rythme, en fait, c'est un problème de rythme. Sinon, en fait, le film, s'il durait 10 minutes de moins, 10-15 minutes de moins, ce serait un super bon buddy movie. Il passe sous les 2 heures. Shane Black, vraiment tight, vraiment. Et là, c'est dommage, parce que je peux même pas lui dire à Shane Black, c'est parce que t'as forcé tel personnage dans le récit, t'as voulu faire des clins d'œil à ça ou à ceci, parce qu'il tombe pas dans ce piège. Exactement. Et c'est aussi ça qui fait le charme de ce film, c'est qu'il ne tombe pas dans le piège de tout simplement de se faire des clins d'œil à soi-même. Et de se faire des clins d'œil à soi-même à longueur de temps. Tu vois, d'essayer de mettre le nom d'un personnage. Regarder le nombril, Là, ils font des références au fait que quelques-uns des personnages ont des noms des comics, mais en dehors de ça, il n'y a pas... Non. Voilà. On n'est pas dans la surenchère d'easter egg à chaque coin de rue. Ouais. Et le truc, vraiment, des comics qu'ils ont voulu adapter
c'est Extremis, mais en plus, c'est le mandarin et ils ont décidé de faire un truc totalement différent de ce qui a été fait avant et après. Et pour moi, ça le rend mémorable grâce à ça. Ouais. Il y a de très bonnes scènes quand il tombe de l'avion. L'attaque de la villa de Tony est super bien aussi. Quand il récupère son armure, tout ce qui est dans la base, en fait, quand il doit l'infiltrer, quand il récupère son armure, les scènes d'action sont super bien. Mais toute la fin sur la plateforme pétrolière, là, où je ne sais quoi, où les Ouais, docks, c'est un doc, ouais. ouais. Là, Ah, c'est de nuit, c'est inintéressant, c'est pas intéressant. c'est le troisième acte visuellement. MCU de Ah merde. ouais, là, on est vraiment dans... Ça, c'est dommage. Ouais. C'est parce que le film, il est Ah, bien. il lui manque est pas humain. grand-chose, hein. C'est un film humain Ouais, de jusque-là. Et je comprends qu'on veuille montrer que Tony ait construit toutes ses armures. Il en a voilà, ça, c'est aussi ça le clin d'œil. Si vous n'avez pas eu d'armure pendant tout le film, bah là, on vous donne toutes les armures. Ok, c'est cool. Mais dans la mise en scène, le fait que ce soit juste des méchants qui n'ont... Une fois les deux méchants charismatiques morts, les deux sous-fifs charismatiques morts, tous les autres ne servent absolument non, à rien. mais- C'est juste... Ils n'existent pas, quoi. ouais, c'est des gros bras qui se transforment en lave. Voilà, c'est tout ce qui... Kylian, à un moment, il crache du feu. Bon. On lui dit faire remarquer, d'ailleurs, tellement c'est un peu... ouais. Et en fait, tout ce qui tourne autour de Tony et de ses aventures, c'est génial. Et c'est ça que j'ai envie de retenir parce que... voilà, j'aurais quand même aimé qu'il y ait un méchant aussi intéressant que le concept du mandarin le laissait imaginer. Voilà. Tony Leung dans ce film, plutôt que Guy Pearce. Ça aurait peut-être changé. Tony Stark et Tony Leung. Voilà, ça aurait peut-être changé quelques trucs. Un dernier mot sur Iron Man 3 ? Écoute, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'étais bien content de me refaire ces 3 films quand même. Tu conseilles toujours Wonder Man aux gens ? Ah ouais, moi franchement, Ouais. c'est une série que je conseille justement si vous êtes un peu désabusé avec le MCU, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil parce que peut-être que vous apprécierez pas et en fait vous aurez pas perdu énormément de temps parce que les épisodes sont relativement courts et tu peux t'arrêter au bout de 3 épisodes comme tu as fait, tu vois, pour voir ce que ça donne. Tu regardes 3. Le 4e est un peu à part et c'est vrai que je le mets un peu de côté. Mais franchement, c'est une série qui est sans prétention et qui fait très bien ce qu'elle a à faire, qui écrit bien ses personnages, qui les traite avec justesse et avec pas mal de tendresse. Et en plus de ça, il y a un propos un peu sous-jacent sur Hollywood et sur la création artistique et le fait d'être acteur. Ce que je trouve assez intéressant dans le sens où Marvel a toujours eu ce truc d'un peu brouiller la frontière entre l'acteur et le super-héros qu'il incarne. Et je trouve que ça se retrouve un peu dans cette série et c'est un thème que je trouve intéressant. Donc ouais, non, c'est vraiment une série que je trouve pertinente et qui arrive à un moment de creux où en fait, en attendant d'avoir Daredevil saison 2, d'avoir Spider-Man machin, d'avoir Avengers, un truc un peu plus à taille humaine et loin de tous ces enjeux intergalactiques et apocalyptiques presque, parce que bon, Doomsday, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ça fait du bien, donc ouais, je conseille. Comment ça s'appelle ? C'est Marvel Spotlight ? Ouais, en fait, c'est ça. Donc ils ont fait Werewolf by Night, Tout à fait, ils ont fait Agatha, Ouais. Et ça. c'est ça. Ouais, bah, c'est des trucs qui sont chacun vraiment dans leur propre univers, avec leur propre style. Tout le leur- but ouais. de Non, c'est bien. ce petit Et laboratoire. ça marchera pas, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'ils vont arrêter. Non. Je pense qu'ils vont Bah arrêter. là, déjà, tu vois, ils ont changé, ils ont balancé tous les épisodes d'un coup. Ah Mm. Là, c'est rare, ça. Peut-être même la première fois qu'ils font ça. C'est, je pense, une des premières fois, ouais. Peut-être pour Echo, il avait fait. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est assez rare chez Marvel de faire ça, donc ça permet aussi de. Ah, Echo, je crois qu'il l'avait fait pour Echo maintenant. Ouais, ça me dit quelque chose. Hein. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est bien dans le sens où ça permet de ne pas créer trop d'attentes autour d'un projet qui n'en mérite pas énormément, mais qui en fait est un truc qui se binge bien, justement, parce que c'est une petite série assez contenue. Donc, et puis c'est une bonne origin story, honnêtement. Je crois que tous les gens qui l'ont vu maintenant n'ont qu'une envie, c'est de voir Wonder Man dans Avengers, quoi. Donc c'est que ça marche. Bon, Quoi. il sera pas dans Avengers. Non, il sera pas. Mais ils auraient dû vendre cette série en nous faisant croire que le vrai mandarin était de nouveau de retour. Cette fois, c'est Trevor qui reprend le rôle. Il meurt, le mandarin, dans Shang-Chi ? Je crois que oui. Bah oui, il se transforme en dragon. Il y a tout un bordel. Il y a tout un Faudrait que bordel. je le revois, avec les dragons. Shang-Chi, tu vois. Ouais, moi aussi, je pense que je vais me refaire Shang-Chi, un de ces 4.
Dans le prochain épisode, on va vous parler de Hulk, l'incroyable Hulk. On va se fâcher tout vert dans le prochain épisode. Voilà, on va parler d'Edward Norton, ce qui est pas souvent le cas. Et après, on passera à Captain. On passera à Captain America. Moi, vous pouvez me retrouver en ce moment du côté de Lynch Planning, où on fait la saison 3 de Twin Peaks, toujours. Ça fait depuis 2017 qu'on y est. Il y a du boulot. Non, là, on a repris il n'y a pas très longtemps et c'est très, très, très sympa. On va avoir Pacom Thielman qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Et sinon, la saga est un peu en pause parce que j'ai été malade et j'ai eu du mal à trouver des invités. Et donc, j'ai décidé de faire Dune. La prochaine saga sera Dune. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur patreon.com/plan-séquence. Je vais faire un épisode sur les late night que personne ne va écouter. Mais sinon, il y a des épisodes plus intéressants que ça, partout sur le Patreon. Je ne vais pas commencer à les lister. Allez sur patreon.com/plan-séquence. Cliquez sur collection et vous verrez, il y a plein de trucs. Choses, oui. Max, à la prochaine. À la prochaine. Salut.